Ils ont donc été reçus hier par tout le personnel de la Fédération de football à Tinga. Les membres du comité de normalisation, Maître Dieudonné Api, Marcel Denis Ambomo et tous les cinq chevaliers ont donc reçu l'accueil digne des Africains avec bouquet de fleurs, youyou et flonflon. Alors, autant mieux qu'on se comprenne bien, ils ne sont pas là. Vous n'êtes pas là, messieurs, pour ce type de choses. Ça, c'est du folklore et des pertes de temps inutiles. On vous a choisi pour faire du bon boulot. Vraiment, au-delà de l'inauguration des chrysanthèmes, vous avez très mal démarré, messieurs et dames du comité dit de normalisation. Et surtout, attention à tous ces faucons qui sont toujours là, pardonnez l'expression, mais il faut dire les mots comme les choses se présentent à la FECAFOOT, les mêmes personnels qui doivent normalement partir pour laisser place à de nouveaux personnels, parce que vous avez le pouvoir de choisir vos équipes également, afin de ne pas retomber dans les mêmes travers. Et parlant de quelqu'un d'autre qui arpente les couleurs du football et qui était présent à la Coupe du Monde du Brésil, le patriarche Onambele Zibi, on en parle aujourd'hui, une belle transition pour juste rappeler ce qu'il a déclaré hier au micro de Guy Zogo de Equinox Télévision. Eh bien, d'après Onambele Zibi, désormais, les patriarches d'Umfundi ne demandent pas à ce qu'on libère tout simplement les prisonniers célèbres de leur région, mais ils voudraient davantage qu'on libère tous ceux-là qui sont arrêtés dans le cadre de l'opération Épervier, parce que, dit-il, on ne doit pas libérer les gens qui ont pillé le drapeau et qui ont tué et cassé et laissé ceux-là qui ont simplement fait de petits vols comme ça en prison. Bienvenue, c'est le Zénith émission d'utilité publique qui commence à l'instant avec tout le panel. Charles Amel Bachou, bonjour. Bonjour Sam Severango et bonjour à André Mamafouda, ministre de la Santé. Bonjour à Jean de Dissongo, responsable délégué régional de la santé pour le littoral. Et bonjour au directeur général de l'hôpital général de Douala, qui se retrouve encore avec des grosses assiettes sales, parce qu'à ce qui paraît, la majeure partie des appareils pour examen, elles sont en panne. Voilà, vous avez oublié de vous adresser au premier d'entre nous, les chefs de l'État. C'est vrai qu'hier on parlait de Brenda, mais davantage de président qui adresse ses félicitations quand même, étonnamment, au président français en raison de la catastrophe Irma qui a dévasté les Antilles. Alors voilà, qu'il n'a rien dit du tout. Alors qu'il n'a rien dit concernant les 4190 décès accidentés qu'on a reçus au Cameroun. Il n'a rien dit pour les morts de janvier à août, mais il s'est empressé carrément d'adresser un message de réconfort à l'endroit de la mère patrie. Voilà, Paul Biya, très préoccupé par ce qui arrive aux habitants de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la Guadeloupe et les Caraïbes. Voilà. Megui, bonjour, bienvenue. Bonjour Sam Sévérin et bonjour chers téléspectateurs du Zénith. Ben, écoutez, vos réactions sont attendues au cours de cette édition au 651 42 85 82 et bien entendu sur la page Facebook de notre émission 10-12 le Zénith. Le Zénith qui va vous permettre aussi de nous livrer les actualités des réseaux sociaux et ce jour encore un joli menu que vous nous avez préparé le temps d'accueillir le Mbombok. Bonjour. Bonjour Sam, moi je commence par une interpellation. Sam, une bombe artisanale a explosé à Bamenda, ce n'est pas bon. Je pense qu'il faut interpeller nos compatriotes qui veulent se lancer dans l'extrémisme, que ce n'est pas une bonne option, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Quelle que soit la nature des revendications, poser les bombes, ce n'est pas bon. Donc pour l'instant, est-ce qu'on est un peu plus fixé sur les circonstances de cette explosion, sur les auteurs de ce qui est arrivé? Pour le moment, non. La police est encore en train d'investiguer. On n'a pas encore des soupçons. Mais on soupçonne des extrémistes, sûrement. Mais ce n'est pas bien. Ils ont voulu dynamiter un poteau électrique qui aurait dû embraser deux stations-service qui étaient à proximité, sûrement pour embraser toute la ville. Mais Dieu merci, ça n'a pas été le cas. Donc pour interpeller les gens, c'est pas bien de mettre le pays à feu et à sang. Merci beaucoup, surtout quand ça vient d'un sage. On va aller prendre le début effectif de ce programme avec l'histoire, mais d'abord rappeler que la pénétrante est de la ville de Douala, dont la capitale économique du Cameroun, est très fortement perturbée ce matin depuis le début de la matinée en raison d'un autre accident de circulation qualifié de grave par nos équipes, donc impliquant de gros porteurs, encore un bilan assez lourd.
qui a donc causé toutes ces perturbations au niveau des voies de circulation, puisque ça commence à devenir un peu le lot quotidien de nos compatriotes. Bienvenue à toi, Tendance, bonjour. Bonjour Sam, je vais encore dire bonjour à ceux qui nous regardent ce matin. Ça a pris feu dans mon quartier. Maman, est-ce qu'on doit céder, pardon, chers téléspectateurs, tendez vos tympans. Est-ce qu'on doit céder aux caprices alimentaires de nos enfants? Voilà un homme qui cède lui, jusqu'à quand madame veut parler, il dit, ma chérie, quand je donne la ration de mes enfants, là, ils doivent manger ce qu'ils veulent. C'est une voisine qui est venue se plaindre chez moi, ça, elle me dit, je suis fatiguée, ma tendance. J'ai les enfants à la maison, elle a 5 enfants. Mais sauf que les 5 enfants, chacun... C'est comme si c'était le Mouna Bobo. Ils sont Mouna Bobo à leur niveau. Mais ce ne sont pas les enfants de plus Bobo que je connais là. Elle dit que quand elle fait le couscous avec la sauce ndolé, le deuxième dit, maman, il fallait me faire la sauce gombo. Il a fait. Quand elle fait le coquille avec la patate, l'autre dit, maman, je voulais le coquille plutôt avec le plantain mûr. Il a fait le plantain mûr à côté. Quand elle prépare le riz avec la sauce d'arachide grillée, c'est le troisième qui dit, maman, ouais, je voulais plutôt le riz avec la sauce tomate. Et elle prépare. L'autre jour, elle a dit qu'elle ne peut plus. Elle a dit que la récréation est terminée. C'est moi qui commande ma cuisine. C'est moi qui commande mes mamites. Je ne peux plus préparer 2 fois pour vous. Même si vous mangez, même si elle prépare n'importe quoi, vous allez manger. Quand monsieur est rentré, elle dit qu'elle a préparé, les enfants ont boudé. Elle a fait le légume sauté. L'autre a dit que maman, il y a beaucoup des oignons. Il fallait enlever les oignons. Il ne fallait pas mettre l'oignon. L'autre a dit que non, maman, elle ne voulait pas le légume du village. Je voulais le folon. Elle a dit, ok, j'espère le légume du village et vous allez manger comme je veux. Je ne peux plus préparer une autre nourriture en dehors du folon que j'ai sauté. Les enfants ont boudé. 2 autres ont boudé, les autres ont mangé. Mais sauf quand monsieur est rentré hier soir, il demande aux enfants que... Les enfants ont commencé à pleurer. Papa, on n'a même pas mangé. Il demande aux enfants que maman n'a pas fait à manger. Maman a préparé le légume, mais il y avait trop les oignons. L'autre dit que non, je voulais plutôt le folon. L'homme a dit, madame, depuis quand je donne la ration de mes enfants, et tu t'opposes à préparer ce qu'ils ne veulent pas. Donc si les enfants veulent, si tu fais le couscous sauce gombo, et que les enfants veulent le couscous avec la sauce blanche, tu prépares ce qu'ils veulent. Donc ça a pris feu ça. Elle est dépassée, elle a besoin de conseils. Alors, et ce qu'il est né, c'est son mari qui dit que madame, quand je rationne, mes enfants doivent manger comme il se doit. Très bien, Tendance, merci pour l'histoire. Je crois que ici, tout est fonction d'abord du pouvoir d'achat, du niveau de vie pris globalement d'une famille à une autre. Je crois qu'on avait déjà évoqué cette situation à l'époque, mais dans un autre registre. Et ici, on parle d'une famille nombreuse. C'est ça qui, moi, m'étonne, parce qu'au-delà de 3 enfants, on ne peut plus avoir affaire à des enfants qui sont plus exigeants. Généralement, c'est quand on a affaire à 1 ou 2 qui peuvent se permettre de tels caprices aussi. Oui, ça, même si c'est 1 ou 2, c'est la femme qui commande à ce niveau-là. Ici, c'est la femme à 100% raison. C'est elle. Donc ici, le mari doit se plier. Ou alors le mari aurait dû être le premier à dire aux enfants qu'on n'exige pas la qualité de nourriture. Aussi bobo soit la famille, c'est la femme qui oriente justement en fonction de son budget. Elle peut même avoir 1 milliard de rations toutes les semaines. Si elle dit aujourd'hui, tout le monde mange le coq préparé à table, tout le monde mange sauce gombo, ainsi de suite. Maintenant, ça lui permet à la femme de regarder, de voir, effectivement, elle peut avoir des habitudes alimentaires des enfants. Ça peut arriver que tel enfant n'aime pas le piment, tel autre n'aime pas les sauces gluantes, ainsi. Elle observe et elle cuisine en fonction de cela. Mais ça n'a jamais été l'exigence de l'enfant. Ça n'a jamais été l'exigence de l'enfant. Ici, je prierai à ce monsieur, ce cher ami, non, laissez madame, je veux dire, organiser sa cuisine, organiser la maison, parce que c'est elle qui commence l'éducation. Mais parfois, c'est le fait aussi des mamans qui cèdent à ces caprices-là. Justement, pour cette maman-ci, c'est bien, elle a pris une bonne option. Prenons le cas pour terminer. On parlait hier de Brenda qui est en train de postuler à l'ENAM. Elle ira, si elle réussit, je souhaite qu'elle réussisse, elle ira à la formation militaire. Elle va faire la formation militaire parce que c'est ce qu'exige. Qu'est-ce qu'elle va manger là-bas? Elle va manger effectivement ce qu'on va donner à tous
les étudiants. Ce ne sera plus le maître d'hôtel du palais qui viendra lui faire sa cuisine. Donc voilà un peu comment on forme les enfants. Et ici, madame a raison. Voilà, mais Guy, le sujet rejoint un peu celui qu'on a évoqué parlant des caprices toujours des enfants en matière, par exemple, d'utilisation des voitures lorsque la famille en dispose. Alors, est-ce qu'on peut faire le procès à un enfant qui est né avec une cuillère dans la bouche, une cuillère en or? C'est ce qui est généralement dit, de céder à ces caprices-là comparé à un enfant qui n'a pas eu cette chance finalement. Donc, parce que je crois que tout est fonction ici des conditions dans lesquelles on arrive au monde aussi. Hein. Bon, ça dépend de l'éducation que chaque parent veut inculquer. Oui, au-delà de l'éducation, je veux dire que ce qu'on trouve, l'environnement qu'on trouve en réalité. Non, l'environnement qu'on trouve en réalité ne peut pas influer justement dans ce genre de cas. Moi, je pense que pour des parents responsables et qui veulent préparer leurs enfants à affronter la vie d'une certaine manière, il ne faudrait pas céder, comme le disait Mbomboka, à ce genre de caprice. Même si on est bobo, on peut être bobo, mais ça ne veut pas dire qu'on doit pouvoir donner tout aux enfants, c'est-à-dire céder à tous leurs caprices. Non, on a préparé quelque chose à la maison. Si tu n'es pas allergique à cette nourriture, à certains aliments, si tu n'as pas d'allergie, tu dois manger. Moi, mon père nous disait que tant qu'une nourriture ne vous rend pas malade, vous devez tout manger. Vous devez tout manger. Absolument. On n'est pas là pour savoir si on est milliardaire, si on est... Parce que même étant milliardaire, l'enfant peut vous dire que je ne veux pas manger du poisson. Je ne veux que de la viande tous les jours. Donc ce n'est pas un problème de classe sociale. Non, on a des enfants qui sont capricieux, qui veulent imposer leurs désirs à leurs parents. Et c'est là où la maman, franchement, je dois lui tirer un coup de chapeau. Elle n'a pas cédé. On a préparé quelque chose, ça ne vous rend pas malade, vous mangez, c'est tout. Bon, c'est bien qu'on s'en tienne à ça, mais la réalité est tout autre. Alors, Charlemagne Batchou, bon, vous allez forcément aussi vous aligner sur ce qui est dit. Ça veut dire qu'on doit imposer aux enfants les règles alimentaires de la maison. L'enfant n'a pas droit à faire des caprices, quel que soit le niveau de vie de ses parents. Alors, Sam Sévérin, depuis que les cuisiniers et les bouteilles de gaz ont commencé à entrer en Afrique, l'Afrique s'est retrouvée à souffrir d'un souci de malnutrition. Nous mangeons mal. L'Afrique d'antan avait les gens vigoureux, les gens forts, les gens bien assidus et debout. Aujourd'hui, tout est importé. On consomme ce qu'on ne produit pas et on produit ce qu'on ne consomme pas. Tout se retrouve dans ces différentes boîtes de conserve, ces marques, ces shawarma, tout ce qu'on consomme en caractère chimique. Raison pour laquelle nous donnons naissance à des enfants qui, avant même d'avoir goûté le sel, ni le piment ou encore moins de cubes, sont allergiques à un certain nombre de choses. Je finis de dire cette entrée pour dire, Sam Sévérin, que cette femme a raté, elle a raté l'éducation de ses enfants. Pourquoi elle a raté l'éducation de ses enfants? En Afrique, on sevrait l'enfant pendant 1 an. C'est lors de la période de sevrage de l'enfant qu'on l'initiait à la dégustation de tous les mets. Vous avez des maisons où du 1er au 30 on ne prépare que le riz. Un enfant qui est né, qu'on a sévré avec le riz, bouillie de riz, riz au soja, couscous de riz, riz sauce d'arachide, riz sauce tomate, riz sauce de lait, ça ne change, mais la base reste la même, le riz. Vous voulez qu'il mange le poisson et comment? Vous voulez lui donner quoi par la suite? C'est nous qui avons mal donné, c'est nous qui avons mal sevré nos enfants. On devait sevrer les enfants et c'est à ce moment qu'on commence le week-end avec le repas traditionnel. En semaine, on s'amuse à faire d'autres types de repas. Ça peut être le taro, ça peut être le ndolé qu'on prend chez les Sawa, ça peut être un repas qu'on prend, mais le week-end, on initie l'enfant. Voilà comment l'enfant grandit. Mais si vous devez passer le temps à faire le riz bolognaise, patate, je ne sais pas moi quoi, vous voulez que l'enfant dise. Donc, pour vous, la faute n'est pas aux enfants. Non, la faute n'est pas aux enfants, mais plutôt aux parents. Très bien. Alors, oui, une tendance. Nous avons les enfants capricieux, Sam. Parfois, il y a les matins, quand tu veux faire le goûter de l'enfant, c'est l'enfant qui te dit, maman, non, je voulais plutôt le pain pâté. Je voulais plutôt le pain chocolat, je voulais plutôt le pain beurre. Non, chez moi, les caprices s'arrêtent à 5 ans. Oui, parce que j'ai encore le souffle de te nourrir. À 5 ans, je ne peux plus céder à vos caprices. De 2, ce qui me cœur, ce qui m'énerve, c'est quand comme mon mari impose. S'il veut, je ne peux pas comme il a demandé, mais qu'il me donne un salaire à la fin du mois. Parce que le temps, ce n'est pas aussi facile d'entrer à la cuisine comme c'est Sam. S'il veut, soit il cherche une femme qui va s'occuper de ça, mais dit que moi, préparer ci,
fais tel complément pour parler si. Je ne peux pas. Comme tu veux montrer que tu aimes tes enfants et que tu as l'argent pour dépenser pour tes enfants, cherche une ménagère, soit tu et moi s'entend, à la fin du mois j'ai un salaire. Parce que ce n'est pas facile. Même nous, il y a le manque, nous les grandes personnes, on est capricieux, on est même dans la malle du choix de ce qu'on va manger. Le matin que tu dis, ouais, je vais manger le héros aujourd'hui ou le tarot, tu t'embrouilles. Mais pour les enfants, on ne peut pas céder tous les jours. Ça dépend aussi de l'âge de l'enfant. Ne me dis pas que l'enfant de 2 ans va te dire, maman, je ne m'aime pas si tu vas dire que tu vas manger obligé, forcé. Quand à 5 ans, je ne cède plus. Après 5 ans, vous-même vous entrez à la cuisine, vous préparez. Je suis plus là pour est-ce que vous préservez l'équilibre de la famille? Je dis peut-être n'importe quoi. On ne peut pas céder de temps en temps. Puisqu'on a besoin, puisqu'on vit pour nos enfants, hein, c'est vous qui me le rappelez tout le temps. Bon. Alors, si un enfant est particulièrement réfractaire, allergique à quelque chose, il est bon que de temps en temps, on puisse lui offrir ce qu'elle veut, non? Ce qu'il veut. Oui, de temps en temps, Sam. Mais il y a également dans nos familles des préférences alimentaires. Et ça existe également. On est habitué à manger généralement le mbongo chobi, les enfants s'affectionnent. Il y en a même aujourd'hui qui aiment la sauce au pistache et tout. Peut-être parce qu'on a découvert, les enfants ont découvert chez la grand-mère et tout. Et que maman en ville n'a pas le temps. Bon, elles peuvent réclamer ça de temps en temps. Ou le ndolé qu'on avait, oui, ça arrive de temps en temps, on cède. Mais pas du genre où il ne fallait pas mettre trop d'oignons. Ici, non, ça devient gênant. Et surtout, maman qui sait que toutes les nourritures que je donne à mes enfants ne les rend pas malades. Ne les rend pas malades. Maintenant, elle sait que les habitudes alimentaires, tel enfant n'aime pas généralement la sauce gombo. Bon, généralement, il peut te dire non, aujourd'hui j'ai fait la sauce gombo, mon fils ou ma fille, et vas-y, je sais mes habitudes, toi, bon. Elle sait d'office. Et demain, elle va faire autre chose qui te plaise. Mais ce n'est pas l'enfant qui donne le rythme. Ça deviendra quoi? Ça deviendra qu'un enfant de 5 ans. Quand vous lui dites, donnez-moi un verre d'eau, donnez-moi de l'eau à boire, il va dire, papa, dis-moi pardon. Mais attendez, ça c'est un problème d'éducation, globalement. Je rappelle que sur ce débat, on va privilégier l'interactivité comme... depuis quelque temps, vraiment, vous pourriez nous faire parvenir vos observations concernant ce sujet. C'est un sujet de famille comme depuis le début de ce programme. Et vous, dans les familles, avez le loisir de nous envoyer vos observations. Les habitudes alimentaires dans nos ménages, vis-à-vis des caprices aussi de nos enfants, que doit-on faire? On en a... parler depuis le début, mais Guy, vous vouliez poursuivre. Oui, je voulais dire que c'est vrai qu'il ne faut pas céder aux habitudes de ces enfants par rapport, parce que même nous, les grandes personnes, il faut qu'on se le dise, on a des préférences alimentaires. Il faut qu'on se le dise. Même nous qui sommes sur ce plateau, on peut dire à notre femme, pour les hommes, que, écoute, moi j'aime plutôt manger ça. Voilà. Maintenant, les enfants, vous savez, c'est vrai qu'ils ne doivent pas imposer, mais il faut pouvoir aussi leur expliquer pour qu'ils comprennent que, bon, écoute, on ne peut pas céder à tes caprices parce que toi, tu veux manger des frites de plantain tous les jours, mais sache que nous sommes dans une maison où il y a plusieurs personnes dont tu dois pouvoir tenir compte du fait que il y a ce que tu aimes, il y a ce que tes frères peuvent aimer et il y a ce que papa peut aimer et on peut jouer. Non, il faut expliquer aux enfants parce que je vous dis que nous, ici, on est un peu éloigné quand même de certaines considérations médicales. Mais il y a des enfants qui vous font des allergies sans qu'on ne sache que ce sont des allergies dues aux aliments qu'on consomme à la maison. Parfois, les enfants ont des réactions et nous, parce qu'on n'a pas forcément cette culture-là, on ne sait pas que c'est par rapport à certains aliments qu'on a consommés à la maison qu'il y a un enfant qui réagit. Il peut avoir des éruptions cutanées. On va penser à tout sauf à ça. Pourtant, c'est ça le problème. Oui, c'est pertinent. Oui, il y a des gens, moi, il y a des gens, par exemple, qui ne mangent jamais un certain poisson. C'est-à-dire que, moi, je vais vous dire, excusez-moi de ramener ça sur un plan personnel, ma mère ne mange jamais de sole. La sole, le poisson, la sole. On le lui a interdit, ça fait plus de 25 ans qu'elle n'en a pas mangé, parce que si elle en mange, elle tombe malade. Donc c'est pour vous dire que c'est des choses, et elle va arriver, elle va dire je ne mange pas de sole, ce ne sera pas un caprice. Donc il faut pouvoir expliquer et pouvoir demander à l'enfant pourquoi est-ce que tu n'aimes pas manger. Il faut dialoguer avec les enfants parce que on peut occulter ce plan-là et que l'enfant, peut-être quand il mange un truc, il a mal au ventre. Charles Hamel disait qu'on doit intégrer certains aliments dès la petite enfance chez les enfants. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que je vais vous dire, même quand une femme allaite,
il y a des aliments qu'elle doit s'interdire de manger parce que l'enfant après réagit puisqu'il prend le lait maternel. Quand vous mangez le coquille, il y a des enfants qui réagissent mal, ils vous font une colique. Très bien. On a donc compris qu'on peut avoir des bonnes raisons pour essayer de comprendre les attitudes des enfants. Mais Charles Hamel, on peut revenir peut-être avec vous avant que vous ne rebondissiez sur le nombre de personnes dans la maisonnée qui constitue la maisonnée. Sam Sévérin, je suis parti d'un principe selon lequel nos habitudes alimentaires récentes ont conduit à donner naissance à des enfants fébriles. Je suis désolé. En Afrique, avant, on n'avait pas ce problème. Je continue à dire, nous n'avons pas ce problème parce qu'il y avait des méthodes. Tous les vendredis, c'est pas qui n'est pas passé par là. C'est d'une certaine époque, vous permettez de dire. Jusqu'à un certain époque, on consommait l'aloe vera. On trempait l'aloe vera. Il y avait des écorces, il y avait un ensemble de procédés thérapeutiques et naturels qui étaient faits. Qui a demandé à avoir le c'est l'occidentalisation. Mais si Sam Sévérin, ça continue. Et je vous dis que je suis un adepte. Moi qui vous parle, je continue de prendre. Je n'attendais pas à la fin du mois ou la période de saison de pluie pour tomber malade. On savait prévenir, on savait que dans 6 mois, ce sera la période de pluie. On commençait à faire le quinqueliba, à faire bouillir le quinqueliba, à utiliser pour pouvoir rendre fort les enfants. Ça, il faut le savoir. C'est des principes, des méthodes qui fonctionnent en Afrique. On n'a pas besoin d'attendre la fin du mois pour puiser l'enfant. Aujourd'hui, il faut marcher des kilomètres pour aller acheter un gars, mon enfant, il a rouge fesses, il a ceci, il a cela. Alors qu'il y a des méthodes qui étaient mises pour pouvoir soigner cela. Donc je dis, c'est la forte occidentalisation qui a tué. Donc, permettez-moi de chuter en disant tout simplement que aujourd'hui, oui, je suis d'accord avec elle, il y a des enfants qui font des allergies, donnez-leur les produits. Il y a des enfants même qu'on nourrit, qu'on donne même le lait jusqu'à 3 ans, donnez-leur le lait, c'est la période. J'ai vu dans un hôpital de la place, j'étais internée avec mon fils, un enfant qui est arrivé, qui était dans une salle stérilisée, j'ai pensé que cet enfant avait été brûlé. Il avait la peau, vraiment, vous voyez, un enfant brûlé, parce qu'il a fait une allergie. Je dis, il était dans une salle d'hospitalisation stérilisée. La peau était vraiment l'effet de quelqu'un qui a été brûlé. Et on m'a dit que non, il a fait une allergie. Il a mangé je ne sais pas trop quoi, et il a fait une allergie. C'était tellement grave, j'étais surprise. J'étais surprise. Donc c'est pour vous dire qu'il faut faire très attention. On est ce qu'on mange. Mais je ne suis pas en train de justifier justement ces enfants qui... Je dis juste que parfois il faut aussi un peu prêter attention. C'est-à-dire, il faut dialoguer avec les enfants. Pour qu'ils vous disent que bon, voilà... C'est important ce que vous soulignez, Meggy. Oui, tendance, avant de poursuivre, en matière d'habitude alimentaire, il faut donc qu'on se le dise, ça doit obéir quand même à une certaine organisation. Charles Hamel défend les valeurs ancestrales qui consistaient à donner un certain type de nourriture à nos enfants pour qu'ils soient un peu plus fortifiés. Aujourd'hui, avec la très forte occidentalisation dans notre alimentation, nous avons affaire à des enfants qui ne sont plus du tout solides, pire, qui se permettent de faire des caprices. Alors, oui, mais quand même, ça, on ne refuse pas. Les enfants peuvent faire les caprices. L'argent que nous cherchons, même, c'est pour nos enfants. Mais on veut bien leur faire plaisir, mais pas leur gâter. Tu ne peux pas éduquer les enfants le genre que si tu meurs, les enfants ne vont pas vivre chez les gens. C'est clair. Il faut éduquer l'enfant le genre que même si tu arrives en vacances chez quelqu'un, même si on a pilé le tarot sans sauce, tout le monde mange. Même si on a fait le couscous et qu'il reste, s'il n'y a pas le reste de sauce, s'il n'y a pas la sauce, tu peux manger le couscous prune. N'éduque pas l'enfant le genre que quand l'enfant va arriver quelque part, dire que chez nous je ne mange pas ça, et je ne mange pas ça. Et mon problème c'est l'homme qui dit que quand je rationne, tu dois préparer ce que mes enfants veulent. Ça veut dire que tu veux montrer aux enfants que tu les aimes plus que moi. On va sortir du débat, chacun va faire les propositions concrètes en matière d'habitudes alimentaires. Quelles sont même déjà au niveau de la quantité, la qualité, ce qu'il y a lieu d'administrer à nos enfants, y compris nous-mêmes, Bombok Bégan, parce que Charles Hamel soulève un phénomène essentiel. Aujourd'hui, nous sommes un peu envahis, et avec même la prolifération des hypermarchés qui arrivent de l'Occident. Donc forcément, en matière de consommation, nos habitudes ne sont plus collées à ce qui se faisait avant. Et ça, c'est vrai, Sam, mais le problème de changement d'habitude alimentaire, nous-mêmes, les parents, nous en subissons. Les médecins nous disent en chaque début de décembre, parce qu'il semble qu'il y a une semaine de l'hypertension, quelque chose de cela, en disant que nos habitudes alimentaires occidentalisées ont apporté le diabète, ont augmenté le taux de prévalence du diabète et de l'hypertension. Là, on le sait. C'est pas une accusation. Non, c'est les médecins eux-mêmes qui le disent. Moi, je ne m'y connais pas en médecine. L'autre chose, non. Comment vous avez appelé l'allergie.
ce n'est pas par rapport aux habitudes alimentaires, aux caprices. Vous pouvez aimer manger un aliment qui vous, qui vous provoque autre chose. Donc, c'est plutôt ça qu'il faut vérifier. Généralement, même maintenant, par rapport au problème de sévère, non, même à l'époque de nos ancêtres, les enfants faisaient des caprices. Un enfant commence à vous dire, je ne mange que le poisson avec écaille, je n'aime pas le poisson silure ou tel autre. Et la maman l'amène progressivement, précisément, à aimer ce poisson qu'elle ne mangeait pas. Parce que demain, il va te dire, mon fils, tu ne sais pas où tu vas te retrouver demain. Donc, ne sélectionne pas. Dès lors que cet aliment ne t'apporte pas, ne te cause pas de maladie, ne sélectionne pas. Tu ne sais pas où tu vas te retrouver. Mais maintenant, je suis d'accord. On nous dit même, évitez des cubes lorsque vous mettez le sel. Évitez de manger gras, évitez. Là, on se soumet quelquefois au médecin. Très bien, oui. Tu sais que moi, à l'époque, je voulais faire ça. Quand j'étais petite, les gens ont dit que quand je parle de sa vie, oui, je vais parler de ma vie parce que c'est un problème sérieux. La patate pilade de la rue, il ne mangeait pas ça. Un jour, maman croyait que tu manges ou tu ne manges pas, qu'elle ne mange pas. Elle me dit, même si tu ne manges pas, allons au champ. Elle a arrêté pour moi, elle est partie au champ avec midi, Megui. Avant midi, je demandais déjà. Il disait que où est la patate pilée là. Et du coup, quand elle m'a donné, j'ai mangé ce qu'elle disait que pourquoi tu es seulement venu avec le petit sur au champ. Alors qu'au départ, il disait que je ne mange pas. Elle a dit, même si tu ne manges pas, elle a emballé un peu dans les feuilles de bananier, que même si tu ne manges pas, on va se partir au champ. Alors, quand on arrive au champ, avant midi, il disait que où est ça. Quand il finit de manger, il dit que ouais, mais pourquoi tu as apporté petit comme ça? Je voulais dicter ma loi. Elle a dit que chez moi, on ne dicte pas sa loi. Il faut battre le fer quand c'est chaud. La tendance a eu tort. Au départ, quand elle a commencé à préparer le coquille, on dit, avec la patate comme complément, après l'enfant dit, mais il voulait le plantain, elle met le plantain, non. Quand c'est comme ça, tu dis, non, ma chérie, mon bébé. Oui, je recherche la main votre dernière prise de parole, mais moi je rappelle que je suis pour qu'on donne à l'enfant ce qu'il veut, parce qu'on a besoin que l'enfant grandisse. Donc l'enfant doit être bien nourri par rapport à ce qu'il aime consommer. Si demain je meurs, mon enfant va vivre. C'est la raison pour laquelle lorsque vous allez à l'hôpital, la première chose qu'on découvre, c'est la levure. Donnez à l'enfant, allez, donnez tout ce que vous voulez. Je n'empêche pas dans tous les cas. Je ne presse pas ou je ne fais pas ce que je... Charles, qu'est-ce que vos enfants consomment essentiellement? Non, Sam Sévérin, ça c'est des nourritures du village. On s'entelle de rares occasions les vendredis. On peut se permettre certains... On peut se permettre des plaisirs. Le vendredi seul, c'est le seul jour où on se permet des plaisirs. Mais le reste du temps, c'est je dicte. Je dicte et j'édicte ce qui doit être fait. Ce qui vient du village. Non, quand je dis ça s'appelle le Mbongo Chobi, c'est du village. Ça peut être le Ndoré, c'est du village. Ça peut être, je ne sais pas, le Namondo, c'est du village, Sam Sévérin. Et d'ailleurs que j'affectionne personnellement, c'est la raison pour laquelle vous me voyez tout le coup. Sam Sévérin, il faut dire que lorsqu'on se retrouve à voir en 10 ans le taux d'importation du sel a augmenté au Cameroun. Le taux d'importation des bouillons de culture, ce qu'on appelle les cubes, ont augmenté au Cameroun. C'est de la responsabilité du ministère de la Santé de pouvoir limiter, de crier, de sonner la lettre. Ce n'est pas la responsabilité des médecins, c'est la responsabilité du ministère de la Santé à travers les programmes qu'il devrait mettre sur pied en disant attention, sensibilisation, ça ne va pas, on est en train d'aller dans la dérive. Je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre. Je ne consomme pas le sel iodé. Je consomme le sel traditionnel. Ça vous surprend, ça se vend. Je ne consomme pas de sel importé. C'est du sel traditionnel que je consomme. Ça, on a compris. Je peux vous dire ça, allez au marché, demandez qu'on vous donne le sel traditionnel. On vous donne le sel traditionnel. Vous allez assaisonner votre sauce, vous allez vous rendre compte, Sam Sévérin, que c'est pratiquement à cheval entre votre sel iodé et le bouillon. Merci beaucoup. Quelques messages, Megui, si on en a reçu sur le sujet en discussion. Mais voilà, on a ce message qui nous dit, concernant le sujet du jour, la maman n'a pas le droit de céder aux caprices alimentaires de l'enfant. L'enfant a juste la notion du goût d'un aliment, il n'a pas la notion de la valeur nutritive des aliments. C'est à la mère d'organiser l'alimentation des enfants en fonction de leur âge et même des apports nutritifs des repas. C'est vrai qu'on ne nous a pas dit aussi sur l'âge de l'enfant qui fait les caprices, parce que justement, c'est différent entre les plus petits enfants et les enfants en adolescence qui comprennent. Un enfant qui font le collège parmi. Un enfant qui aime le riz peut en réclamer tous les jours, mais s'il faut céder, on connaît la suite. Hervé Dems depuis Tchang. Ça commence toujours par que maman, si elle mange, c'est vomir.
Même si tu vomis, ça finit pas tout dans ton ventre. Mais il faut dire que le fait aussi que l'on impose aux enfants ce qu'ils doivent manger, ne veut pas dire qu'on a nécessairement la bonne alimentation qu'on leur administre. Parce que parfois, il y a des enfants qui aiment manger beaucoup de légumes, qui aiment manger beaucoup de fruits, qui en demandent, et on va estimer qu'ils exigent. Mais la maman, elle passe du temps à faire des frites de plantain, à faire beaucoup de riz avec des sauces tomates pleines d'huile, et elle va dire il faut manger ça. Or, ce que l'enfant demande, c'est ça qui est vraiment nourrissant. Mais elle ne va pas le faire parce que, donc, il faut je crois que c'est vraiment relatif. Il faut tenir compte de tous les paramètres. Et puis avoir aussi l'humilité souvent de reconnaître que non, l'enfant, ce qu'il peut demander, est-ce que c'est bon pour la santé? Si c'est bon pour la santé, demander le jeu qu'elle n'est pas. Vous adoptez si c'est possible. Merci beaucoup. Voilà. La suite des réactions sur cette question, ce sera tout à l'heure en deuxième partie. Le temps est venu de prendre la deuxième articulation de ce programme. La colère de Charles Armel Mbachou, ce jour, s'attarde sur le phénomène des contrôles financiers. Je m'interroge ce jour sur la question des contrôleurs financiers dans ce pays. Pourquoi la fonction de contrôleur financier est-elle si difficile à pratiquer de nos jours dans ce pays? À quoi sert au juste un contrôleur financier au vu de la multiplicité des détournements de fonds publics? Comment comprendre l'inimitié, mieux les rapports difficiles qui existent entre les contrôleurs financiers et les gestionnaires de crédit? Comment comprendre le fait que l'ensemble des administrations publiques et parapubliques camerounaises souffrent d'une malversation financière énorme avec la présence d'un gendarme censé assurer le respect de l'orthodoxie budgétaire reçue du ministère des Finances? Comment comprendre l'extrême complicité qui existe entre le ministre des Finances et certains gestionnaires de crédit indélicats, adeptes des plaintes injustifiées du trafic d'influence? Comment comprendre le chantage exacerbé qu'exercent les contrôleurs financiers sur les gestionnaires de crédit du fait qu'ils soient incontournables? Comment comprendre les nombreuses accusations portées par de nombreux prestataires au sujet des contrôleurs financiers qui seraient devenus des spécialistes du rançonnement, mieux du braquage? Quelle est la marge bénéficiaire qu'un fournisseur qui paye des taxes, des impôts, des salaires, un loyer peut avoir sur une prestation de service de 4,9 ou de 4,9 millions de francs CFA pour que le contrôleur, même si le dossier est en règle, lui demande un bac chiche qui parfois peut s'élever à 10% du montant total de la facture, s'écrit parfois des prestataires? Comment comprendre le fait que fournisseurs et prestataires de services se plaignent toujours du renseignement dont ils se disent victimes de la part des contrôleurs financiers une fois rendus à l'étape de règlement de leurs factures? Comment comprendre que certains contrôleurs financiers se retrouvent à contredire les directeurs généraux, interviennent dans le choix des fournisseurs tout en rejetant les dossiers visés par les directeurs généraux pour des motifs fantaisistes? Comment comprendre le fait qu'ils soient généralement accusés d'insubordination, de mépris, d'affairisme, pourtant tel n'est généralement pas le cas? Comment comprendre la forte pression exercée par les gestionnaires de fonds sur les contrôleurs financiers qui, à force de solliciter des lignes qui ne sont pas approvisionnées, conduisent les contrôleurs à faire des dépassements de crédit d'une part et des fournisseurs qui veulent se faire payer sans avoir livré des biens? Comment comprendre que certains contrôleurs se font virer par les ordonnateurs malgré le pouvoir que confère leur mission? Savez-vous que parce que Mme Gontelep, alors receveur municipal ou contrôleur financier à la communauté urbaine de Yaoundé, avait été virée tout simplement parce qu'elle avait opposé une fin de non-recevoir à Timi Evuna, qui insistait pour une sortie de fonds non justifiée devant servir au désintéressement des militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, qui quelques jours avant avait applaudi le passage du chef de l'État à sa descente à l'aéroport de Simalène. Savez-vous que le contrôleur financier du ministère de la Communication fut également remplacé pour cause d'incompatibilité avec son patron, qui avait marre de recevoir des rejets de dossiers qualifiés de fantaisistes? Rappelons-nous des cas d'Augustin Frédéric Kodok, à l'époque ministre du plan de la programmation et de l'aménagement du territoire,
qui avait évincé Manu Militari, son contrôleur financier, pour avoir rejeté le dossier de l'un de ses proches. Ainsi va la vie, ainsi va le Cameroun. Pourquoi les contrôleurs financiers n'ont-ils pas de pouvoir alors qu'ils sont les gendarmes, contrôleurs du ministère des Finances, au vu de ces multiples détournements de fonds publics? Voilà, on est en plein dans la gouvernance qui consacre la gabégie en matière de contrôle financier. Mbombo Bengan, on est là dans on va dire, les garde-fous qu'il y a à mettre, mais très souvent, on ne voit pas que les choses fonctionnent à peu près normalement. Dans les associations, on parle souvent des commissariats aux comptes, le commissaire aux comptes, et au plus haut niveau de l'État, vous avez la Cour des comptes, vous avez même le CONSUPÉ, voilà, le Conseil supérieur de l'État. Bon, mais toutes ces structures sont bien en place, mais on se rend compte que le contrôle s'opère assez laborieusement. Oui, absolument, Sam. Et de telle manière, il a parlé de contrôle financier, mais en réalité, c'est deux choses qui vont de pair. Il y a le contrôle financier, mais avant le contrôle, il y a ce qu'on appelle la réforme administrative. Effectivement, vous avez raison de relever cela. Lorsqu'on parle du contrôle supérieur de l'État, c'était attaché à la présidence. On envoyait un inspecteur d'État contrôler d'abord la gestion des entreprises publiques et parapubliques. Et au départ, il n'avait pas, j'allais dire, on n'avertissait pas le top management qu'un contrôleur viendra dans 2 semaines. Il débarque un matin, il vous dit, d'accord, nous sommes en train de boucler l'année budgétaire. Donnez-nous des factures, où sont des comptes, qu'est-ce qui s'est passé, les marchés, tel marché, qu'est-ce qui s'est passé. Et effectivement, le directeur général envoyait direction financière, administrative et financière de l'entreprise, on regardait, ainsi de suite, ainsi de suite. Il s'est donc commencé à poser un problème, un moment où on annonçait déjà, on vous dit, on vient contrôler la Sonel la semaine prochaine, on vient contrôler l'autre entreprise. Et là, lorsqu'ils arrivent, c'est le patron, le top management qui vous loge dans un hôtel et tout, alors que vous avez vos frais de mission. C'est là où ça a commencé à capoter. Et comme le poisson commence à pourrir par la tête, et ça a donc commencé d'aller de palier, de baisser de palier par palier pour arriver donc au contrôleur de prix. C'est-à-dire que les qui ont même la charge de nos boutiques du quartier, ils savent que bon, vous devez marquer à côté déjà, bon, la sardine coûte 300 francs, le tel lait coûte 200, ainsi de suite. Donc ça doit être marqué, de telle manière que lorsqu'il arrive, avant même de savoir que c'est un contrôleur de prix qui arrive, il jette un coup d'œil, il voit, et c'est là qu'il amène donc à vous dire, à décliner son identité. Je suis venu contrôler le prix. Et s'il voit donc, quelquefois il vous dit, bon, donnez-moi une sardine, vous dites, mais c'est 400 la sardine. Mais attendez, la sardine, c'est la mercuriale, c'est 300. Pourquoi vous vendez? Et là, on sait déjà que vous êtes à tout. Mais après, vous allez dire, non, mais chef, vous savez comment, non, vraiment laisser, bon, voilà. Mais à ce niveau tendance, justement, dans nos marchés, et même peut-être au niveau des contrôleurs des impôts et tout, il n'y a pas toujours de l'honnêteté de la part de ces personnes qui débarquent de façon pas forcément inopinée, mais ils arrivent, vous savez qu'ils arrivent, mais... ils sont tous des malhonnêtes, tous les contrôleurs là. Oui. Comment on parlait de contrôleurs, de contrôle, comme Charles Hamel a parlé de contrôleur de prix. Leur rôle même c'est quoi? Je ne sais pas. On va envoyer les gens des impôts contrôlés, ce sont les malhonnêtes. Étant à la maison, tu ne vas pas savoir qu'il faut aller payer toi-même aux impôts. Quand tu verses dans leurs mains, 2 semaines plus tard, soit peut-être tu n'as pas, parce qu'au Cameroun, ça c'est monnaie. On mouille la barbe. Ils viennent comme ça, peut-être que tu viens de commencer avec l'activité, tu dis que papa, arrête d'avoir le CMI, arrête tes poches avec. 2 jours ou 1 semaine plus tard, quand ils repartent, ils envoient encore notre groupe. Quand le groupe revient encore, c'est que tu redonnes encore, mouille la barbe, il peut tu lui mets dans les poches. De 2, la majorité des gens qu'on envoie sur nos routes, ou encore les gars de la communauté urbaine qui arrêtent les Benskina en route, j'ai comme l'impression que les gars là passent toujours au ghetto. Ils sont toujours en train de brutaliser les Benskineurs. Ils sont toujours en train de faire la violence. Pour finir, je ne comprends même pas. De 2, les bars qui sont dehors, il n'y a pas les toilettes là. Comment est-ce que vous gérez ça? Voilà, absolument. J'ai dit que bon, tu peux pas boire dans un bar. Parce qu'on m'a dit que quand tu faisais quoi au bar? Comme quoi? Je vais te prendre une. Ça c'est beau au Cameroun. Quand on a fait pipi, on voit. Tu fais pipi où? On va te dire que non, les contrôleurs des prix, les gens du service d'hygiène venaient de passer. Quand ils sont passés, ils n'ont pas vu les toilettes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien. Alors qu'en temps normal, quand tu bois dans un bar, tu dois te mettre à l'aise. Ce n'est pas qu'on va pisser dans la rigole, transformer les poteaux électriques en toilettes publiques, transformer les roues des voitures en toilettes publiques. Ça, tu as vu, tu peux garer ta voiture, quelqu'un vient pisser sur les roues, quelqu'un consomme en face, tu gares, il vient là, on a pissé sur les roues de ma voiture, il peut pas compter, pas 1 fois, pas 2 fois. Je gare, je suis en train de causer au téléphone,
Je vois que quand le jour, j'ai cru que c'était un bandit. Quelqu'un qui est là, il se mettait à l'aise, qui parle, il dit que, ouais, ma chérie, ouais, maman, laisse-moi me mettre à l'aise. Ce sont les toilettes, non. Donc, quand vous voulez... Donc, il n'y a pas de contrôle, Quel contrôle? de façon générale. Il n'y a pas En de principe, avant d'arriver là, effectivement, on regarde tout le contour. Oui. Quand vous venez contrôler les prix des bières ou de tout dans les ventes regardez l'environnement d'abord. Vous regardez l'environnement. C'était le vrai contrôle. Maintenant, ce n'est pas le vrai. Parce que quand les gars arrivent sur le terrain, on les donne à boire. Parfois, tu arrives au moment que tu bois quoi, tu donnes ton goût. Ils quittent même souvent la baie étant sous. Ils arrivent dans un restaurant, quand ils veulent contrôler les restaurants même qui n'ont pas trouvé de toilettes, on vous sert quoi à manger. Quand les gars mangent, ils oublient tout. On va suspendre tout ça. Dans ces pays, on va marcher comme il se doit. C'est un pays de paix, chacun a le droit de se plaindre. Bon, sauf que dans ce pays, il y a un peu trop de détournement. Le contrôle financier, quand on en parle, mais Guy, je pense que c'est ça qui fonde même la bonne gouvernance en matière de gestion des finances publiques. Tout à fait. Aujourd'hui, il n'y a plus toutes ces barrières-là. D'ailleurs, les images qui étaient en illustration tout à l'heure présentaient presque toutes des personnes qui ont de l'embonpoint. C'est-à-dire que tous ces gens qui manipulent de l'argent, ils sont toujours assez très bien entretenus. Voilà, il faut les voir. Ils sont avec de grosses vestes, des gros ventres et tout. On voit bien comment est-ce qu'ils se portent. Mais voilà. Sam Sévérin, l'existence même des contrôleurs financiers, quand vous regardez toutes les fonctions qui leur sont attribuées, normalement, aucune dépense publique ne doit être faite sans le visa d'un contrôleur financier. C'est-à-dire que c'est eux qui donnent leur visa parce que c'est eux qui doivent pouvoir attester de ce que cette dépense publique ultérieurement ne va pas causer de dommages aux finances publiques. Suit la procédure. Voilà, justement, suit la procédure. Mais alors, quand on regarde aujourd'hui toutes les dépenses qui sont faites par le gouvernement, qui n'aboutissent à rien du tout, on se demande bien à quoi servent justement ces contrôleurs financiers. À quoi ils servent s'ils n'arrivent même pas à anticiper? Parce que quand on regarde, aujourd'hui, il y a des dépenses faramineuses qui sont faites par-ci, par-ça. On parlait ici là de la qualité de la dépense publique. On estime que le train de vie des responsables de notre gouvernement est exagéré, c'est extrêmement coûteux. Mais que font les contrôleurs financiers? Qu'est-ce qu'ils font? Alors, on en revient donc à la base, c'est-à-dire se dire que, ben, écoutez, c'est parce que justement, c'est toute une chaîne où chacun couvre l'autre. Le contrôleur financier laisse faire certaines choses parce qu'il sait peut-être que lui aussi, il a sa part, comme on va dire au quartier, dedans. Donc, voilà, c'est dommage. C'est dommage. Donc, le système est adossé sur la corruption qui nous enserre tous. Donc, vous tous qui avez ces fonctions de contrôleur, vous ne faites pas votre boulot et c'est de votre responsabilité essentielle, Charles Hamel, si on est là où on se retrouve aujourd'hui. Alors, avec beaucoup de projets qui ne sont pas réalisés. Sam Sévérin, vous avez les maires. Les maires ne s'entendent jamais avec les receveurs municipaux. Vous avez vous-même eu à couvrir beaucoup d'événements. Tout à fait. Mon cours de papier où on dit que le maire, le receveur, parfois le receveur, la bureau sont fermés parce qu'il estime que dans le gombo que développe le maire, il n'a pas sa part dedans, il faudrait qu'il ait sa part. Voilà. Soit le maire exige un peu trop. Communauté urbaine, c'est grave, dans toutes les communautés urbaines. Même voilà, avec les mêmes contrôleurs financiers, receveurs, c'est des problèmes. La preuve, vous avez eu le cas de Mme Gontelep qui devait décaisser de l'argent pour qu'on les intéresse. Les militants qui sont allés applaudir l'arrivée du chef de l'État, mais des caisses de la communauté urbaine. Vous vous imaginez jusqu'où? Et pourquoi on n'a pas décaissé du fonds du parti, des caisses du parti? Point d'interrogation. Vous avez l'ensemble des directions générales. Rappelez-vous sur Equinox à l'émission dimanche avec vous, on a reçu Jean Tintulé qui parlait de décaissement pour des cadeaux. Des décaissements pour des cadeaux. Donc, vous vous rendez compte que si le boss, vous n'êtes pas en complicité avec le boss, vous n'avez rien. Vous n'avez droit à rien. Vous avez une surpopulation gouvernementale, vous avez une surpuissance politique et administrative, vous avez une surfacturation de presque tout, vous avez la méprise des contrôleurs financiers et la complicité avec le MINFI. Parce que lorsque, pour le cas d'Augustin Frédéric Odok, il ne s'entendait pas avec son contrôleur, il a tout simplement rédigé en disant, comment vous appelez ça, incompatibilité du maire, Aussitôt le MINFI a rappelé, le contrôleur financier, il a nommé quelqu'un d'autre. Donc voilà ce que je pouvais dire, Sam Sévérin. À la fin, ça transforme dans ces contrôleurs financiers à des lions. Vous rencontrez tous les prestataires, vous dites sur tous les marchés des 4-9.
Si le receveur n'a pas sa part, vous ne serez pas payé. Il n'y aura jamais l'argent dans les caisses. Voilà, donc le fait comme il me semble qui est l'une des tutelles des mairies devrait veiller parce que parlant des mairies, il y a beaucoup de gabégies en leur sein. Moi, je suis par exemple tombé sur l'un des documents de ces contrôleurs venus de Yaoundé à la mairie de Douala 3e parce que s'ils m'entendent, ils savent bien de quoi je parle. Et le rapport avait fait état de beaucoup de fautes de gestion. Et là, je suis seulement en train d'édulcorer pour dire que la mairie, toute l'administration de cette mairie devrait faire l'objet de poursuites, commençons par ceux qui en font partie. Donc, vous laissez dans la première. Voilà, oui. Dans la première, c'est tout récent à côté de vous avec la paquet accusé. Tout à fait. Donc, pour dire que ces contrôles n'aboutissent pas au déclenchement de l'action publique aussi. C'est ce qu'on peut regretter. Tout à fait. Mais pourquoi ça n'aboutit pas? C'est parce qu'il y a cette protection, comme disait Charles Ahmed, de la tutelle. Pour le cas des établissements publics, je pense que c'est ce que dit la nouvelle loi qui venait d'être votée à l'Assemblée. Je parle des collectivités territoriales décentralisées et autres. C'est-à-dire que les préfets qui coordonnent cette activité-là devraient faire en sorte qu'à chaque fin d'exercice, il y ait un contrôle financier, c'est-à-dire l'adoption du compte administratif. Mais que font les préfets? Bon, quand l'argent du carburant est assez consistant, bon, on peut fermer les yeux. Les préfets reçoivent systématiquement des enveloppes de carburant à chaque conseil municipal. Absolument. C'est garanti. Alors qu'ils ont les frais alloués par leur hiérarchie pour cela. Quand vous dites il y a adoption du compte administratif de telle commune, vous renvoyez à vous avez un budget pour ça. Qu'est-ce qui amène le maire ou alors l'exécutif communal à venir encore vous donner les frais du carburant? En réalité, ça ne devrait pas. Donc, c'est la couverture de la hiérarchie. Maintenant, au niveau des sociétés d'État, c'est là où le problème se pose. Vous entendez parler souvent de conseil d'administration. En réalité, il y a un organe supérieur au conseil d'administration. On n'en parle jamais depuis une trentaine d'années. C'est l'Assemblée générale des actionnaires. Et vous savez ce qui s'est passé, je pense, il y a une quinzaine d'années, on avait arrêté certains experts comptables qui faisaient le contrôle financier, donc externe, les commissariats au compte de ces entreprises. Parce qu'il faut dire que c'est un rôle qui est dévolu aux experts comptables. Absolument. Les experts comptables, on les arrête donc, mais eux, ils ont donc trouvé une subterfuge pour se dérober des poursuites. C'est pour ça qu'ils ne sont pas condamnés. Ils ont dit, mais c'est sous réserve, parce que le conseil d'administration, ce n'est pas le conseil d'administration qui est le patron de l'entreprise. C'est l'Assemblée générale des actionnaires. Et ils ont dit à l'État, pourquoi depuis toujours vous ne convoquez pas l'Assemblée générale des actionnaires? Et ils ont dans l'Ordre national des experts comptables du Cameroun a donc dit, à partir de ce moment, on n'y aura plus aucun expert comptable en prison. Après, c'était les gens Messi. Et c'était fini. Donc, en réalité, cette complicité existe aujourd'hui où conseil d'administration, on peut faire se dire, le commissaire au compte. Les conseils d'administration qui sont des quitus. Voilà. Et l'autre chose maintenant, les fonctionnaires de l'ENAM, c'est eux qui sont dans le contrôle supérieur de l'État. Et c'est là où le problème se pose. Et il vous faut faute de gestion, alors qu'en fait, les fautes de gestion ne devraient pas vous amener en prison. Précisément parce que ils ne vous ont pas fait la réforme administrative. Quelle est la procédure mise en place pour arriver, comme disait Megui, au décaissement de fonds pour avoir le visa du financier de la maison? Avant tendance, je voudrais que vous puissiez nous aider à comprendre pour qui doit faire le contrôle, parlant de la notion de l'État bling-bling qu'on évoque tous généralement ici, sur leur train de vie, les grosses mécaniques, les belles voitures. Qui doit contrôler pour que peut-être un sous-directeur de l'administration centrale dans un ministère ne puisse pas avoir tel type de véhicule qu'il possède malgré tout? Est-ce qu'il n'y a pas un contrôle, un vrai suivi à ce niveau-là? Je pense pas qu'il... Peut-être, en fait, dire qu'il y a un suivi, normalement, il devrait y avoir un suivi, en principe. Mais est-ce que le suivi se fait ou alors le suivi se fait, mais justement, on essaye de fermer les yeux quand ça nous arrange. Je crois que pour ce qui... l'organe qui devrait contrôler tout ça, sauf si je me trompe, le ministère des Finances. Oui, c'est le ministère des Finances. Le ministère des Finances. On a eu des sorties de Alamine Ousmane May qui justement décriait le fait que il ne suffit pas de décrier, monsieur Alamine. Quand il est arrivé à cette fonction, on nous a dit qu'il était brillant, il est jeune. Mais quand on fait son bilan, je suis vraiment au regret de le dire. Il ne fait pas bien son boulot. Il décrit pendant des années, mais rien ne change. Il décrit pendant des années, rien ne change. Tout le temps de beaux discours. Voilà, oui, il faut baisser la discipline budgétaire. Voilà son expression. Justement, il faut faire preuve de discipline budgétaire. Il faudrait
j'aimerais que telle mesure soit prise, mais est-ce que justement elles sont émises, ces propositions, mais est-ce qu'elles sont pratiquées? On n'en est pas sûr parce que rien ne change. Rien ne change. On en a parlé ici, mais après on a vu les véhicules des, je sais pas, des sous-préfets ou des préfets qui ne font que grimper en termes de qualité et de coût. On se demande bien à quoi est-ce que ça sert si ces personnes même là ne font même pas un travail de proximité, n'arrivent même pas. Parce que si on vous donne des 4x4, c'est bien pour que vous puissiez aller dans les tréfonds des contrées que vous administrez pour voir comment les populations se trouvent. Mais est-ce que c'est fait? On se demande bien. Si tu permets une seconde, justement pour compléter ce que disait Megui, c'est au ministre des Finances de proposer au Premier ministre, par exemple, que les chefs de service, à partir du moment où le FMI nous exige ci et ça, il faudrait que les chefs de service aient une voiture de tels chevaux, par exemple. Mais je constate que dans votre administration, les chefs de service ont une voiture qui dépasse. Alors une question, est-ce qu'un secrétaire particulier d'un ministre a rang de chef de service pour qu'il ait un véhicule de fonction? Oui, tout à fait. Il a rang de chef de service parce que lui, il dépend directement de boss. Et justement, c'est là où vous faites bien de poser la question. Ça fait donc, ça cause comment je veux dire, l'embrouillage dans le titre. De telle manière que lui, il traite des dossiers que le secrétaire général du ministère ne connaît pas. Et ça fait donc que le ministère des Finances doit donc exiger que même si ça passe par le secrétariat particulier de monsieur le ministre, il doit retrouver les mêmes papiers au secrétaire général du ministère pour qu'il contrôle véritablement. Oui, tendance. Et ce qui me tend même les nerfs, ça, quand on dit que contrôler, en principe même, on doit mettre les gens qui sont les experts et prendre une décision appliquée, les gars qui refusent la corruption. Ce sont tous des experts comptables, tendance. Donc, pas des experts, ça veut dire pas des gens qui... Les gens qui ont vécu, on peut prendre quelqu'un, tu peux être petit d'âge mais grand d'esprit. Tu réfléchis bien, les gens qui sont... Qui ont de l'intégrité, qui sont intègres. On ne va pas prendre n'importe qui, mettre là que oui, on va faire ci et vous ne faites pas ça. Et ce qui me tend encore les nerfs, c'est que si tu entends que je suis morte, tu ne prends qu'à ces gens-là. Les gens qui se mettent dehors, ils disent qu'ils surveillent comment on fait pour... On vend le gaz. Tu achètes une bouteille de gaz, ça fait même pas 2 semaines. Voilà, effectivement. Ils ne contrôlent pas le poids, effectivement. On vous dit 12 kilos 5. Ils ne sont jamais là lorsque vous achetez une bouteille de gaz ménager. Au lieu de faire semblant, de passer le temps à mentir, c'est mieux de ne même pas contrôler. En ce moment, on va savoir que non, on vit comme ça. Qu'est-ce qui se passe que tu arrives dans un supermarché qui a le nom, que tous les gens font le tapage sur les réseaux sociaux, le tapage médiatique en bon français. Tu achètes un produit qui est périmé. Et à la maison, tu dois consommer. Tu envoies un enfant acheter. Quand l'enfant achète, les enfants ne prennent même pas le temps de regarder la date de péremption. Tu arrives en pharmacie, tu achètes un médicament qui est comprimé. Comment est-ce qu'on explique ça? Après, on m'a dit qu'on contrôle. Vous contrôlez quoi? C'est mieux de laisser, on continue à manger les bourratifs. On meurt tous les jours comme vous voulez que nous mourons. Ne faites plus semblant. Oui, tendance. Contrôle des prix, contrôle financier. Oui, je mélange tout ça. Voilà, tout ça là. C'est même tabac. On va aller vers la fin, oui, avec alors, Sam Sevena, je pense que les ordonnateurs devraient tomber au même titre, être emprisonnés au même titre que les contrôleurs financiers, parce que l'une des missions du contrôleur financier, c'est d'accompagner le gestionnaire de crédit en lui disant, monsieur, je me rends compte que ce que vous êtes en train de vouloir donner comme décaissement, nous ne pouvons pas. Ils sont là comme des conseils, des accompagnateurs dans la gestion de crédit. Vous allez vous rendre compte, on a arrêté tout le monde, sauf les contrôleurs financiers qui sont protégés, il faut le préciser. En matière de gestion de crédit, les ministres, dites-moi, sont des ordonnateurs aussi. Ils sont des ordonnateurs, ce sont des ordonnateurs. Il y a un contrôleur qui va dire, mais attention, vous voulez qu'on décaisse pour faire ça, je pense qu'on pourrait réorienter le budget. C'est le rôle du contrôleur financier. C'est son rôle de dire non, j'estime que c'est pas. Et quand il n'est pas en phase avec son patron immédiat, il en refait au ministre des Finances en disant, par rapport à telle situation, voici. Voilà. Si le ministère des Finances ne réagit pas, il refait au contrôle supérieur de l'État en disant, besoin d'une descente. Et chez les professeurs de lycée qui brassent beaucoup d'argent en ce moment, on en a parlé hier, pour les fonds hérités de l'APE et tout, qui doit contrôler? Non, c'est le contrôleur de financier envoyé par le ministère des Finances qui est là. En réalité, oui, il doit contrôler jusqu'au niveau des CS et savoir effectivement, vous nous avez déclaré qu'il y avait
4 enseignants vacataires. Voilà. Donc ceux qui ne relèvent pas de la fonction publique. Où sont leur argent? Ont-ils effectivement dispensé les cours dont vous payez? Et maintenant, la dotation de 3 mois que vous donnez souvent aux enseignants. Est-ce que Donc, il doit donner. Est-ce qu'on a un message là-dessus, mais parce qu'on va clôturer cette chronique. Oui, tout à fait. On a donc Pierre Titi sur la page Facebook de l'émission qui nous dit comment est-ce qu'on envoie des contrôleurs financiers sur le terrain alors qu'ils reçoivent un salaire de 75 000 francs et on les envoie contrôler des boutiques. On ne leur demande pas d'aller manger sur la boutique. Ils doivent contrôler. La tentation est grande. Ok, bonjour le Zénith. Avec les produits périmés dans les boutiques, on parle de contrôleurs au Cameroun. Vraiment. C'est énervant. Quand on sait même qu'il y a des endroits où on fabrique les étiquettes, on change les dates de péremption. C'est que le produit est périmé, mais on change la date de péremption, on met une date qui est encore valable. Mais c'est dans les hangars au port. C'est comme ça que le Et à l'usine et au centre commercial de Mbopi, c'est là où ça se fait. Et s'il y a 4 endroits, c'est comique que ce soit le président de la Chambre nationale des consommateurs, le réseau associatif des consommateurs, ils connaissent là où ça se fait. Mais comme au Cameroun, il y a une seule chose, nous avons décrié, nous avons dénoncé, on attend que le gouvernement meure là. Bleurio Drefix qui nous dit au sujet de Charles Armel, le Cameroun est sous l'emprise du trafic d'influence et de la corruption. Je propose de déraciner le Baoba qui est président de la République. Très bien. En attendant qu'il soit déraciné, on va dire à charge à ceux qui ont la responsabilité de conduire le département des finances au Cameroun, puisqu'il s'agit d'un ministère de souveraineté de premier plan. Alors, il faut procéder aux différents contrôles, vérifier, puisque vous l'avez appris à l'école, à l'ENAM, ou bien, je ne sais pas, toutes les formations que vous avez subies, faites quand même en sorte qu'il y ait un peu moins de gabégie et de gaspillage d'argent et de contrôle. Et même le contrôle supérieur de l'État, les fameux comptes super, à quoi est-ce que vous servez? La Cour des comptes, vous nous servez à quoi? Alors même qu'il y a beaucoup de choses qui continuent d'être dénoncées. Aidez le chef de l'État, Paul Biya, à dormir tranquille un tout petit peu en cette matière-là. Pour l'instant, on est très très loin du compte. Je crois que la note Charles Amel, c'est bien en dessous de 10. La note pour les contrôleurs, oui. De contrôle financier. Ils doivent même des points. Ok. Ils doivent des points. Ils sont à moins 10. Ils sont à moins 10. Voilà. Merci, c'était la colère de Charles Amel. Voici la chanson pour la pause avant la deuxième partie. Voilà, bon, c'est agréable de voir un occidental chanter des choses plus proches de nous. On est donc revenu. Après cette série de discussions, nous allons évoluer dans ce programme en vous délivrant encore et d'abord les messages que nous avons reçus. Voilà, donc on a ce message. En Afrique, seule la mère connaît sa cuisine et les habitudes alimentaires de sa maison. C'est Franck Alexandre à Douala. Bonjour, je pense qu'il faut d'abord définir le caprice et comprendre l'enfant. Certains comportements peuvent passer pour des caprices alors qu'il n'en est rien. Il n'est pas facile d'être papa ou maman. Le meneur, voilà. C'est pour ça que l'homme et la femme doivent s'entendre. L'un ne doit pas imposer à l'autre comment nourrir les enfants, par exemple. Il est souvent là. Quand on se bat à la cuisine, vous êtes là. Bon, moi, par exemple, je ne consomme jamais les termites parce que ça me rend malade. C'est pas mauvais. Très bien. Vous avez au moins le pouvoir d'achat. Chers panélistes, bon courage. Le pays est divisé par les hommes du Parti des Flammes, le parti au pouvoir. C'est Chou Life depuis Douala. Le système est pourri depuis Yaoundé. Je pleure notre époque de l'ancien président où tout était mieux. Junior de Deido. Est-ce qu'on peut comparer les époques, Bombok Bengan, finalement, de l'ancien président jusqu'à... Oui, si on compare, on va donner une note excellente à Idjo et vraiment médiocre au système actuel. Hein, ça ne faut pas, surtout sur ce contrôleur. Je vous prends le cas d'un qui vit encore, le père d'Henriette Koué, parce qu'il a dit lui-même, directeur général des douanes à l'époque en 69. Il fait une faute, en fait, un mauvais calcul de 10 000, il y a un manquant de 10 000 francs, de 100 000 francs. On le met d'abord en cellule. 2 jours après, Aïdjo se rend compte que non, c'est le service du ministère des Finances qui avait fait des fautes, ce n'est pas lui le directeur de douane. On le sort de là et il est reçu par Aïdjo.
lui-même, il lui dit félicitations, monsieur le directeur général, excuse-nous, c'était ça. Et on le met par avion, on lui donne toutes les commodités. Et on le félicite pour avoir fait un bon travail. Et lui n'avait même pas d'ordinateur à l'époque. Donc regardez, pour 100 000 francs, on pouvait vous mettre au frais. Et on ne laissait pas. Aujourd'hui, on laisse un directeur général 18 ans quelque part. Alors que les lois de la République disent qu'au trop, vous pouvez faire 9 ans. Mais vous êtes là, on vous oublie même. Une situation causée également par l'éloignement du chef de l'État, un président qui est distant, qui n'est pas très au contact de la réalité des choses. Conséquence, tout le monde en a profité pour faire ce qu'il veut. Vous avez aujourd'hui qui attendent seulement son départ, disons-le. Ils ne font pas le boulot, même lorsqu'ils bénéficient de sa confiance. Chacun lorgne la succession. Et c'est bien dommage parce que eux aussi, ils seront placés devant le tribunal de l'histoire. Hein, tous ceux qui gèrent mal alors qu'ils ont reçu les pouvoirs de bien faire le boulot, comme c'est le cas pour le ministère des Finances aujourd'hui. Merci d'en parler. Tous ces contrôleurs font partie du système et que cela ne vous surprenne pas, ça va jusque dans des aspects d'intégrité, les loges. Bref, ils n'ont plus de cœur. Si nous voulons que ça change, c'est par là que nous devons commencer le combat. Alors, vous vous imaginez que pour l'installation des généraux récemment nommés, un seul contrôleur financier a déposé 30 millions. Alors, un seul contrôleur financier dépose 100 millions pour l'organisation. Et il est célébré durant tout l'événement. Ils prennent cet argent où? Regardez comment ils vivent. À des moments, même on frappe sur ces différents ordonnateurs, ils peuvent même recevoir l'influence de ces contrôleurs financiers. C'est-à-dire que s'il y avait un peu plus de rigueur dans tout cet attelage du contrôle, le Cameroun serait un pays sans problème. Hein, absolument. En réalité. Hein. Absolument. En plus, c'est lui qui met la dernière griffe. En réalité, il peut interpeller l'ordonnateur, que ce soit le proviseur, le maire, le DG, et dire que non, attendez, d'abord, ça n'a pas réussi la procédure. Il fallait la signature de tel et tel machin n'a pas. Et en plus, votre budget, vous êtes en train de dépasser les limites. Si on va à ce rythme, on risque de. Si l'ordonnateur de dépenses où il est affecté ne l'obéit pas, il fait une note au ministère des Finances en lui disant qu'il risque d'avoir... Il risque d'avoir... Un lanceur d'alerte financier. Voilà le mot lanceur d'alerte. Voilà. Et en matière de gestionnaire de crédit, l'article 66 les oblige à déclarer leurs biens. Mais personne n'a jamais sacrifié à cela. Aujourd'hui, vous avez également cette politique de 2 poids 2 mesures par rapport à ceux qui commettent des fautes de gestion. Bruno Bekole, du temps où il était à l'université de Douala, a détourné beaucoup d'argent. Il a fait l'objet, il a été épinglé par le CONSUP et il est toujours en liberté. Même cas pour, je crois, Jean Tabi Manga aussi, il avait été dans le viseur. Aussi, je pense bien, voilà. Aussi. Voilà, vous avez aujourd'hui le Félix-Antoine Samba. Hein, on n'a jamais pu déclencher la moindre enquête. Donc c'est une république qui n'est pas exemplaire du tout en matière de service, la NIF de gestion. Voilà. Alors qu'en France, on peut mettre Fillon en examen parce que ses costumes coûtent cher. Voilà, c'est ça. On est vraiment dans un contexte bien différent. On va poursuivre le programme avec la deuxième grande rubrique. J'allais dire la troisième rubrique après l'histoire de tendance, la colère. Voici venus les réseaux sociaux avec vous, Meggy. Merci Sam Séverin. Pour ce qui est des réseaux sociaux, on va donc se déporter du côté de l'hôpital de district de Newbel, où on a eu des alertes selon lesquelles le laboratoire de cet hôpital est indexé dans un scandale de trafic de résultats d'analyse médicale. Donc des personnes admises à faire des analyses médicales au laboratoire de cette formation sanitaire sont heurtées à un paiement de frais au marché noir pour recevoir leurs résultats d'analyse médicale. Les laborantins de cet hôpital usent de tous les subterfuges, selon certaines sources, pour se faire de l'argent sur le dos de l'administration et sur la naïveté des malades. Alors, tendance, est-ce qu'en matière de laboratoire, les résultats sont à peu près fiables dans la plupart des cas dans nos hôpitaux? On me dit même souvent que souvent on confond les résultats des autres. Tu pars à l'hôpital, non, tu donnes ton nom. Après, ils font même souvent quoi, moi, mais je ne sais pas, on change encore le sang. On dit que tu es malade alors que tu n'es pas malade. En ce qui concerne tout ça dans les hôpitaux, moi je me suis même troublé dans mon pays. Je ne sais pas qui dit vrai, qui ne dit pas vrai. Tellement il y a de fouma dans ces pays au point où, même quand tu parles à l'hôpital, tu sais pas que, ah Dieu, toi-même... Sauf qu'en matière d'examen, souvent ça coûte cher. Moi j'ai un souci avec ça. Quand on vous prescrit une série d'examens, la plupart du temps, c'est déjà hors de prix pour le Camerounais moyen. Hein. Et chaque examen a son prix. Oui. On va te dire, alors qu'il y a certains examens qu'on avait dit que le Ngom, on a dit que c'est un job.
Mais quand tu arrives dans les hôpitaux privés et publics, ce n'est pas dans les hôpitaux publics en général, ce n'est pas un job. On va te dire, madame, pour faire l'hépatite, il faut donner tel montant. Pour faire le test de la tuberculose, il faut donner tel montant. Pour faire tout un bilan de santé, il faut donner tel montant. Alors que si on pouvait s'entendre ça, on donne tout un montant pour tout le bilan de santé. On dit, pour faire un check-up, par exemple, il faut débourser peut-être 5 000 francs. Pour faire tout un check-up. Mais pour le check-up, la tuberculose a sa part de prix. Le prélèvement a sa part de prix. Le VIH a sa part de prix. L'hépatite a sa part de prix. Donc, tout ça, pardon, c'est une proposition en tant que Camerounaise. Dans tous les hôpitaux de mon pays, le Cameroun, parce que c'est dur. Tous les examens, là, parfois, on ne s'en sort pas. Tu commences avec l'autre, quand on te dit 12 000 francs, 8 000 francs. Quand tu commences à faire un, pour faire les autres, c'est difficile. Voilà. Maintenant, est-ce que Charles Amel, vous êtes au courant de ce qui s'est passé à cet hôpital d'Edo? C'est Nouvelle. C'est vieux comme le monde, cette pratique. Si vous avez des médecins qui ont toute une direction, des communicateurs, des agents marketing qui descendent sur le terrain et qui taclent en plein hôpital public en vous disant non, viens à la clinique, ici il ne peut pas te recevoir, viens à la clinique, il va bien te recevoir. Vous pensez que les gars du labo vivent de quoi? Ils sont payés combien? 50 000, 75 000 tout au plus qu'ils sont payés dans les labos. Vous pensez qu'ils vivent, ils n'ont pas une famille dont ils devaient s'occuper? Ils font des stages, on les envoie en séminaire, on envoie ceci. Mais tous ces séminaires, c'est parce qu'ils monnaient pour aller. Lorsqu'ils reviennent, ils n'ont même pas de profil de carrière. Récemment, le chef de l'État, lorsqu'ils ont commencé à menacer, le chef de l'État a dit oui, ok, on va revoir cela. Mais est-ce que c'est appliqué pour l'instant? On attend que tout cela soit mis en place. Vous pensez que ces gars vont faire comment? Sam Sévérin, je pense que le premier problème, il y a une absence de réactifs. Dans plein de laboratoires, il y a un souci. Qu'est-ce que les gars font quand les réactifs arrivent? Ils coupent, chacun prend pour lui, met à côté. Quand ça finit, on dit c'est fini. On sait que le temps que ça arrive pour pouvoir changer, il faudrait que le ministre de la Santé vise. Il envoie le délégué régional, on essaie de regarder s'il n'y a pas un faux de vise. Mais on envoie le délégué, on envoie une petite enquête là-dessus. Oui, mais dessus, ça me serait là pour vous dire comment ça se passe, le ravitaillement. Entre-temps, on ne cesse de prendre. On ne cesse de prendre l'argent. On vous dit patienter, revenez dans 2 semaines, revenez dans 3 semaines, revenez dans 6 semaines, revenez demain, revenez après-demain. Les confusions, comme disait tendance, c'est légion. Et il y a un problème, je vous le disais tantôt, du suivi. Quels sont ceux qui doivent suivre dans les salles de laboratoire? Il y a des responsables. Est-ce que ces responsables sont à leur service? Je ne pense pas. Et à la fin, la majeure partie de tous ces laboratoires qui travaillent dans les services publics ont aussi leurs autres laboratoires chez eux. Donc quand on coupe les réactifs, on coupe un peu les solutions, on rentre à la maison, non passé. Je vais vous faire ça moins cher. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez, les caisses sont vides, mais les poches sont pleines. Je pense que si les avantages et les salaires étaient bien payés, on n'arriverait pas à ça. Oui, bon. Oui, je partage tout à fait ce point de vue et j'ajoute ceci, Sam. Le problème a commencé lorsqu'on a assigné aux hôpitaux l'obligation des résultats en termes d'argent en fin d'exercice. Un hôpital comme l'hôpital de district de Nebel, qui était, j'allais dire, un dispensaire qu'on a érigé, un hôpital devrait, à la fin de chaque exercice, montrer combien d'argent il a engrangé. Ce n'est pas normal pour un hôpital. Ouais. C'est la même chose avec la Quintini et les autres. Ce n'est pas normal. L'autre chose qui se faisait, c'est quoi? C'est que lorsqu'il fallait procéder à des recrutements, effectivement, c'est le directeur de l'hôpital qui, au regard des gens qui faisaient le stage ou bien qui venaient ailleurs, faisait des propositions de recrutement et envoyait au délégué régional qui validait et envoyait au ministère, on les recrutait. Donc, et ceux qu'on recrute, on peut les affecter dans n'importe quel hôpital public du pays. Mais maintenant, on leur dit, vous recrutez, vous les payez sur place. Et quel argent il a? Il n'a pas l'argent nécessaire pour le payer. Donc, avec cette obligation de résultat, et on aboutit donc à ce qu'on, au point où même la goutte épaisse, comme disait Charles Tendance tout à l'heure, on vous dit, les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, le paludisme est peut-être gratuit. Or, on vous dit, même la goutte épaisse qui coûtait 650 francs. Vous êtes obligé de payer dans les 5 000 francs pour vous dire non, votre palu est ceci, et après on a la goutte épaisse pour déterminer, détecter le paludisme, c'est déjà au niveau de 5 000 francs, vous confirmez? Mais je vous dis, puisqu'en fait, on va tout faire pour faire en sorte qu'on ajoute d'autres, comme je disais tout à l'heure, on trafique les résultats pour montrer qu'il n'y a pas que le palu, il y a d'autres choses. On vous aide, on vous met à l'observation pendant 2 jours, ainsi de suite. Vous arrivez parfois dans un hôpital, vous voulez passer un examen.
c'est le laboratoire qui sort. Il dit, c'est vous tel. Non, ne faites pas, ça ne marche pas ici. Allez à tel endroit, attendez, appelez-moi. Je vais vous envoyer dans un endroit. Là-bas, le résultat sera fiable. Ici, là, ce n'est pas sûr. Justement, ne dites pas que je vous ai... sur la fiabilité des résultats, d'ailleurs, qu'est-ce qui peut se passer autour de cette affaire, Meggy, qui a déclenché? Ben, la fiabilité des résultats, il peut arriver. Il peut arriver qu'il y ait des erreurs. Mais bon... puisque aucune œuvre n'étant parfaite, mais il faut quand même dire que les erreurs médicales peuvent entraîner d'énormes conséquences. Imaginez que vous êtes bien portant et qu'on confonde vos résultats d'analyse médicale à ceux d'être quelqu'un qui a atteint du VIH. Le fait qu'on vous le dise peut vraiment, sur le plan psychologique, vous affecter gravement. Donc, c'est des erreurs qu'il faudrait qu'on fasse des efforts de ne pas commettre. Mais pour ce qui est du cas de l'hôpital de district de New Bell, ici, il s'agit de quoi? Alors, on a des patients qui vont faire des examens médicaux. Quand ils payent à la caisse, ils reçoivent un reçu. Sauf que quand ils ont, c'est ce qui est dit dans l'article, quand ils reçoivent ce reçu-là, les examens, les résultats ne sortent pas. Or, si tu veux que tes résultats sortent, il faut aller au laboratoire, tu payes au noir, sans qu'on ne te remette un reçu, et là, tes résultats sortent. C'est-à-dire que même si tu as payé à la caisse, quand tu repars au laboratoire pour avoir des résultats, on ne te les rend pas. Il faudrait que tu payes en supplément pour qu'on te remette tes résultats. C'est de ça qu'il est question là-bas. Donc, c'est extrêmement grave que des malades soient arnaqués comme ça. Mais ce sont ces malades que moi j'accuserais ici. Pourquoi payer pour avoir le résultat? Il faut refuser de payer. Ils sont malades. Vous ne payez pas pour avoir... Ils sont malades. Ils sont malades. Puisque après, quand selon ce qui est toujours dit dans l'article, quand vous remontez au niveau des autorités de l'hôpital, déjà que ce n'est pas facile de les rencontrer, comment vous allez faire pour rencontrer facilement le directeur d'un hôpital? Ce n'est pas évident. Souvent, vous ne savez même pas où son bureau se trouve. Alors, quand on sait que c'est le système, parce que c'est un système bien huilé, ce n'est pas une seule personne qui prend sur elle de le faire, c'est toute une chaîne. Ils savent ce qui se passe. On va vous dire, écoutez, il y a une campagne de ceci, ça a chamboulé tout ce qui se passe au laboratoire, revenez. Alors, vous êtes malade, supposez que vous êtes malade, vous avez besoin des résultats, parce que ce sont les résultats qui vous permettront d'aller suivre un traitement. Ça, c'est urgent. Vous faites comment? Vous payez. Donc une véritable mafia aujourd'hui, au cas, un trafic de résultats d'examens, d'analyse médicale dans la plupart des laboratoires. Les laboratoires sont donc interpellés parce que c'est une activité essentielle dans le processus de traitement du malade. Au départ, il faut savoir de quoi on souffre exactement. Donc il ne faut vraiment pas s'amuser avec cette activité-là, un bonbon bengal. Oui, tout à fait, il ne faut pas s'amuser, c'est la mort. Moi, j'ai un ami que je ne citerai pas ici. Il sort, on lui dit, il n'a pas de problème d'insuffisance rénale. 30 minutes après, il tombe. Sûrement qu'on avait confondu les résultats. Il est aujourd'hui décédé, c'est un ancien médecin vétérinaire très connu, je ne citerai pas ici. Effectivement, comme disait Charles Lamel, ça cause des problèmes énormes. Les conséquences peuvent être lourdes. Voilà, et donc ceux qui sont dans le service de laboratoire, vraiment qu'ils aient le cœur à l'ouvrage et ils savent que la vie des citoyens est entre leurs mains. Je vais vous prendre l'exemple, si vous permettez, l'exemple de Nana Payon qui avait été appelé à superviser un bureau lors de la période électorale. Il s'est rendu compte que l'ordinateur, il y avait un souci d'ordinateur, je pense, dans l'encre, de la machine, de l'imprimante. Il a sorti son argent pour aller acheter une imprimante. Il l'a ramené. Mais il était raboué sauvagement pour avoir, il pensait qu'on devait le féliciter, mais il était raboué pour avoir acheté. C'est peut-être que dans le service, ça ne fonctionne pas. Mais les gars sont obligés d'utiliser leur propre matériel. Il y a des gens dans les laboratoires qui utilisent leur propre matériel. Ça me serait là. Donc ça peut être ce qu'on appelle aujourd'hui marché noir. Ça peut ne pas être marché noir, mais une insuffisance qu'on ne veut pas rendre publique. Comme aujourd'hui, lorsque vous plaignez, on vous mute. Ça peut être que le directeur de l'hôpital, une insuffisance de matériel, s'il sait que c'est le bravo pour lui, ça ne va pas en pénalité. Très bien. Deuxième info, oui. Deuxième info, donc on va parler de l'artiste Simon Longuet qui intrigue les internautes.
Voilà, Simon. Longuet qui intrigue les internautes depuis quelques jours déjà sur la toile où il multiplie les vidéos. On ne sait pas ce qui se passe entre des demandes de mariage à l'écrivaine Calixte Béala et des expositions de son bien-être dans un hôtel UP de la place où il se vante de prendre son petit déjeuner. Écoutez, les internautes, les Camerounais sont dépassés. On ne sait plus trop à quel sens vous voyez pour ce qui est de cet artiste. Mais écoutez, découvrez en vidéo. Alors, bonjour, vous allez bien? Bon, salut à tous mes amis. Hein. Je suis, aujourd'hui, je ne suis pas à Douala, donc je ne suis pas à l'hôtel Sawa aujourd'hui. Je suis au Hilton, je vais prendre mon petit déjeuner là. Bon, du courage à ceux qui mangent les beignets au quartier. Hein. Petit à petit, ils vont grandir aussi. Nous aussi, on est passé par là, mais pour le moment, grâce à Dieu, on peut quand même se permettre de prendre le petit déjeuner au Hilton. Mais toi, tu manges dans les tournées d'eau et tu dis que Longuet, c'est qui? Regarde où tu manges le matin. Eh, mon frère. Voilà. Elles sont là. Vous allez bien, les filles? C'est ça. Le monde entier vous regarde. Tous mes amis des États-Unis vous regardent actuellement. Ça va le travail ici? Pas trop de galères? Est-ce que les salaires, c'est même ça? C'est même trop ça, les salaires. Attends. Non, salaires sont réguliers. Oui, mais c'est des petits salaires. Tu gagnes ici, c'est 200 000. Tu vas aux États-Unis, tu vas gagner 3 000 $. Hein? Tu vas gagner 3 000 $, donc c'est les miettes. C'est ça l'Afrique. L'Afrique est pourrie. Dieu doit revenir travailler en Afrique. Je salue ma fiancée Calixte Béala. Alors à tous les mélomanes, tout se passe déjà très bien entre Calixte et moi. Vous voyez, donc ceux qui pensaient que Longuet c'était la folie, je vais les inviter. Je vais les inviter au mariage Longuet Calixte Béala. Et voilà. Hier, c'était la création de la nouvelle société de droit d'auteur. Et les voyous, les artistes voyous, on les a démasqués. Hein. Parce que Jean-Pierre Sommet est actuellement dans une cellule à Yaoundé. Voilà, il a dit qu'il y aura mort d'homme. Ben, personne n'est mort. On ne défie pas l'État. Voilà, il faut d'abord chanter. Hein. Chanter d'abord les gars. Arrêtez les histoires des droits d'auteur, de ceci. Oh, mes enfants vont pas à l'école. Moi, mes enfants vont à l'école. mes enfants sont à Paris. Ils vont à l'école à Paris. Hein? Bon, rapidement, les réactions, tendances, vous avez appris, en réalité, ça ne devrait pas trop faire rigoler, puisqu'il s'agit quand même d'un leader d'opinion, artiste, musicien, qui, par le passé, a bénéficié de la sympathie de bon nombre de Camerounais. Et ce n'est pas bon, puisque au plus haut niveau même de l'État, on a pu le soutenir lorsqu'il traversait les périodes difficiles. S'il est revenu en grâce, je pense que de telles attitudes de sa part, moi, me paraissent assez contre-productives de sa part. Si c'est sa nouvelle façon de faire parler de lui, bon, je ne sais pas s'il a trop réussi, tendance. Je connais mon homme. Il sait que les Camerounais vont parler. C'est pour ça qu'il fait la publicité, il fait la vidéo. Tu sais que pendant qu'il était en prison, on a aussi trop déchiré son nom ensemble. Maintenant, il est en train de faire le retour à l'envoyeur. Donc, à la guerre comme à la guerre. Mon homme veut le buzz. Il dit qu'il va se marier avec Calixte Béala. Anna Montana est où? Comme il parle comme ça, les gens vont dire que oh, tu veux tout te mêler des problèmes des gens. Je vais même mêler, c'est ma personne. Oui, c'est ma personne, je le connais bien. Papa, pardon, parler comme ça, non, les gens vont encore plus t'insulter comme j'ai vu sur les réseaux sociaux. Les gens l'ont insulté ça. Parvenu. Tu ne savais pas que tu devais avoir l'argent, tu chantes d'abord quoi? Je suis contre les injures. Très bien. Alors, pour être chanteur, il semble qu'il a fait du bon boulot par le passé à ce niveau. Mbombok Bengan, l'image de l'artiste camerounais finalement, à travers ce que nous reproduit cette vidéo, commençant par dire il prend son petit déjeuner pour l'occasion à l'hôtel Hilton. Finalement, comment est-ce que vous analysez cette posture
de ce personnage? Non, très en bas. Je suis triste, ça rend triste pour celui qui déifiait Manu Dibango et qui se retrouve dans cette situation-là. Je pense que c'est... Il disait être le libérateur. Voilà, tout à fait. Non, c'est triste, Sam. Donc, ça montre le vrai visage de l'artiste. En réalité, il est arrivé à un niveau où il ne pensait pas qu'il allait arriver un jour. C'est-à-dire, une entreprise brassicole l'a pris dans un concours, on l'a propulsé jusqu'au niveau où il est aujourd'hui et se met à injurier les gens. Moi, je pense qu'il va revenir sur terre un jour et il regrettera d'avoir posté cette image. Très bien, bon, c'est une série parce que Megui a commencé par indiquer que depuis quelque temps, il a fait une sortie disant qu'il souhaiterait devenir le fiancé de l'écrivaine. Bon, se situe au niveau de Calixte Beyala, je pense que c'est permis, c'est un homme, mais au passage, il manque proprement de respect à sa fiancée, que vous avez citée tantôt, et à toutes les femmes qui peuvent avoir eu de l'admiration pour ce dernier. Je pense que c'est anachronique. Charlemagne Bachou. Alors, Sam Sévérin, lorsqu'on a eu un passé comme celui de Longuet pour des atteintes à la pudeur, on ne mériterait plus, lorsque le peuple, lorsque vos fans, vos mélomanes se battent à oublier ce passé, se permettent de tenir ce type de propos condescendants, méprisants, humiliants, insultants vis-à-vis de ceux-mêmes qui vont prendre la peine pensant que vous voulez faire une annonce, de vous regarder et découvrir le mur qui borne votre esprit, parce que l'homme vient de se rendre compte. Il dit, je ne suis pas au Sawa, je suis à... Je me retrouve au Téléthon. Mais qu'est-ce qu'on en a à cirer, nous autres? Tout ce qu'on veut écouter, c'est de la bonne musique. C'est la musique qui est d'ici. Encore qui ne la fait plus. Encore qui ne la fait plus. L'époque d'Ayo Africa est passée. Hein? C'est passé depuis. Ce qui nous sert là, c'est plus la musique. On se rappelle l'examen de conscience. Nous, on apprécie. Je l'aimais bien. Moi, je vais vous le dire que j'ai aimé Longuet pour la qualité. Les textes qu'il faisait parce qu'il faisait la différence. Aujourd'hui, il est sorti. C'est avec Petit Pays qu'il a commencé le clash des insultes, des injures. S'il voulait faire le buzz, mais je peux vous dire qu'il a fait le buzz, mais dans le mauvais sens. Je fais ça aussi. Et je vois mal, Calibiala que je connais, lui accorder même 5 secondes. Hein. Je vois mal. À moins que parce que pour les amis, pour avoir fréquenté Calixte Beyala, elle est pour dessus de ce type de pensée. Voilà, je dois le dire également, je suis triste comme Bonbon Bengan, c'est pour ça que je ne prendrai pas le soin de sourire le moins du monde, parce que je faisais également partie à l'époque de ceux qui l'admiraient. Je dois même reconnaître que j'ai déjà eu à répondre à l'une de ses invitations à son domicile à PK13, ici à Douala, mais plus jamais. Je crois que dans aucune des émissions que moi j'aurai à présenter, sa musique ne pourra plus être diffusée. Je le dis à Mondo Vision aussi, parce que c'est une grosse déception pour quelqu'un sur qui on avait quand même pu accorder un semblant de considération. Ce n'est pas la bonne image quand on est dans le show business, quand on est finalement dans les lumières comme nous autres. L'image qu'il renvoie. Mépriser même les serveuses, ça va ça? Vous allez bien? C'est triste. Vous gagnez combien? Voilà. Ça se fait ça? Megui. Tout le monde est dépassé quand même. Il faut dire que depuis la sortie de prison de Simon Longuet, on se demande bien... Ou alors elle n'est plus très équilibrée aussi. Voilà, on se demande bien voilà, ce qui ne marche pas, parce qu'effectivement, des vidéos, il nous en sert tout le temps, entre celles qu'il fait devant son immeuble, avec des liasses d'argent pour narguer je ne sais qui, je ne sais avec qui il est en compétition. C'est dommage quand même, parce que oui, Longuet nous a fait beaucoup de bien avec ses musiques, de très belles mélodies, avec de très très beaux textes engagés. Et quand on est justement un artiste qui fait de la musique engagée, qui nous a habitués à de très jolis textes qui conscientisaient pratiquement les uns et les autres, revenir faire des vidéos comme celle-là où il met en exergue tout ce qui y a de plus superficiel. Je prends mon petit déjeuner au Hilton. Voilà. Bon, on va passer, ça suffit, on n'en parlera plus. Donc il a vraisemblablement un problème comportemental. Et au passage, on dira que Jean-Pierre Essomé n'est pas voyou et qu'il se renseigne bien. Jean-Pierre Essomé et qu'il n'était pas en cellule. Il n'a jamais été en cellule, finalement. Donc il est plutôt un grand monsieur respectable. Voilà, qui a un vrai boulot d'ailleurs en dehors de la musique. Et il fait de la bonne musique, Jean-Pierre Essomé. Il faut qu'il se
renseigne bien, monsieur Long. Là, je peux rire, mais là, je peux Très rire. bien, merci beaucoup. Troisième information. Troisième information, on va parler du prince des montagnes Dédié Yango qui a fait une sortie tout récemment sur une chaîne de télévision de la place où il a donc dit qu'il a des amis qui sont des footballeurs qui ont 3 nationalités, on n'en parle pas. On se rappelle qu'il y a quelques années encore, il avait été élu à la tête de la présidence, je crois à la présidence de la SOCAM, voilà, de la SOCAM, mais justement cette élection a été invalidée du fait qu'il aurait une nationalité américaine. Donc Dédié Yango donc qui dit qu'il ne comprend toujours pas pourquoi il a subi cela quand il sait qu'au Cameroun il y a des footballeurs connus qui sont dans l'équipe nationale et qui bénéficient de 3 nationalités et ça n'émeut personne. Et voilà d'ailleurs un rapport avec l'autre dont on parlait tout à l'heure, je crois qu'il y avait un rapprochement entre les deux et par la suite il a commencé à s'attaquer à lui. Freya Music, à l'époque de Freya Music. Freya Music, voilà. Ouais, donc aujourd'hui, voilà un vrai artiste. Absolument. Le prince d'Engalmois. Oui. Et je pense qu'il a posé là un vrai problème, Sam. Oui. À propos de cette loi de la nationalité qui date de 1968 et dont l'article 31 dit que dès lors qu'on a pris une autre nationalité, on perd la nationalité camerounaise. Mais nous avons vu des gens. D'abord, si on commence par le footballeur, puis ça a commencé par le footballeur, nous avons atteint le quart de finale de la Coupe du Monde en 90. On avait plus de 10 lions qui avaient la double nationalité au sein de cette équipe et on laisse notre administrateur directeur général de la SNH, Adolphe Moudiki, est allé voter. On vote le président français, Roger Mila, ainsi de suite. Même le président de la République, par alliance, il a épousé une Française. Donc en réalité, on a un président de la République qui est français. On ne peut pas le nier. Il y en a beaucoup comme ça qui ont des doubles nationalités. Et on a voulu faire prévaloir ça pour un artiste qui est venu ici. Malheureusement, c'est triste aujourd'hui et on revient à la case départ. Et je crois que les autorités l'ont compris puisque finalement c'était lui le président du comité d'organisation de la dernière Assemblée générale pour la naissance de la SONACAM et en cela il avait bel et bien reçu l'onction du sous-préfet de Yaoundé 2e qui s'est adressé à lui, Prince Yango, comme un Camerounais. Et ce qu'il a seulement eu le sang du maquereau, Sam. C'est que le sang du maquereau a la couleur noire. De deux, on veut qu'il y ait la paix dans ce pays, même entre nos artistes. J'ai vu une publication sur les réseaux sociaux, parce que moi, je m'instruis maintenant sur Facebook. Je suis connecté 24 sur 24. Que se passe-t-il entre Jean-Pierre Sommet et le prince d'Engalmois? Point d'interrogation. Je ne veux pas que vous vous disputez. Vous êtes des personnes qu'on respecte. Vous êtes des exemples à suivre pour les jeunes qui chantent au Cameroun. Même pour moi-même, quand j'étais petite, je rêvais même causer avec vous. Même quand... La vie s'y tourne, ça. Quand j'étais petite, quand Prince Yango chantait, tu peux encore aimer qui? Moi, jamais. J'ai dansé les ballets de la... Oui, j'ai dansé les ballets de la chanson là jusqu'à... Je ne savais pas que je pouvais parler avec lui dans la vie. La tête tourne, aux yeux on cause bien. Mais le désordre qui est en train de se passer entre le grand frère Jean-Pierre Sommet et le prince d'Engalmois, je ne veux pas savoir ce qui s'est passé, mais c'est une autre tendance. Oui, sur Prince Yango. Oui. Alors, je veux dire, Sam Sévérin, qu'à chaque époque, c'est clan, c'est mœurs, c'est gombo au Cameroun. Je vais vous répondre simplement. À l'époque, on va dire, de Amatoutoumouna, c'était un clan. C'était des gombos, c'était des mœurs particulières. Il y avait des personnes qu'il fallait disqualifier. C'était une région donnée, c'était des accointances. Aujourd'hui, c'est un nouveau clan qui est là. On va me dire que le ministre Moël Kombi n'est pas dedans, mais je ne saurais dire, au vu du constat qui est en train de se faire, pour soyez-en rassurés, s'il était président du comité d'organisation, ça suppose qu'il a reçu l'onction du ministre, qui certainement lui a donné un mandat pour aller gérer cette affaire, cette action, raison pour laquelle il a reçu le faveur de ce sous-préfet. Donc je veux dire tout simplement, à chaque époque, c'est mœurs, c'est clans et c'est un gombo. Donc si c'est leur époque, eh bien qu'ils gèrent en attendant qu'une autre époque, puisqu'on est déjà en train de contester, il y a déjà un clan qui est en train d'attendre véritablement le projet d'annulation. Donc il faudrait l'annulation qui avait été délivrée le vendredi. Est-ce qu'ils sont légaux? Est-ce que la situation est légale? Tout le point d'interrogation. Oui, Begui. Mais moi, je voudrais dire que déjà, le problème de la double nationalité se pose tout le temps au Cameroun désormais. C'est bien que si on veut observer ce principe, qu'il soit valable justement pour tout le monde.
parce que quand on l'applique de façon à faire du 2 poids, 2 mesures, quand même, c'est regrettable. Voilà. Merci beaucoup. On va donc passer à la suite. Rappelons qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont cette double nationalité, comme Richard Bonala Clamé. Lui, il a 3 ou 4 ou 5 passeports. On ne sait pas, mais il reste bel et bien camerounais. Donc, Dédié Yango, né à Ngalmouan, Konsamba, c'est ça? On ne peut pas lui dénier cette camerounité. On va passer à interpellation. Mais ce que je peux dire là, c'est le problème du nord-ouest, Bamenda. C'est marrant pour les Camerounais. Nous aimons notre pays. Moi, je proposerais que le président descende sur les lieux. Il est le président, c'est un père, il est le père de la nation. Alors, s'il descend, il y aura la paix. Les enfants ont passé, l'année dernière, ils n'ont pas fréquenté. Cette année encore, c'est pas possible. Il faut sa présence là-bas. C'est ce que moi je dirais. Hein. Oui, tendance, la compatriote souhaite voir le chef de l'État descendre sur le terrain. À Bamenda. Pourquoi il doit descendre sur le terrain? N'est-ce pas envoyer les gens là-bas? Vous voulez encore trop. Vous avez désobéi aux gens qui l'ont envoyé là-bas. C'est à lui que vous allez obéir. Mais jusqu'à maintenant, on m'a dit que le calme est revenu de ce côté. C'est ce que j'attendais du Cameroun depuis. Et ce qui m'énerve encore, c'est que le calme revient quand les enfants ne sont même plus à Bamenda. Vous voyez comment vous détruisez? Vous détruisez mon pays. Alors que vous voulez arranger, les enfants ne sont même plus disponibles. Mais on va peut-être dire un calme précaire, Mbambok Bengan, parce qu'il y a une explosion que vous évoquiez tout à l'heure en début. Tout à fait, une explosion d'une bombe. Oui. Encore que c'est artisanal, mais déjà l'acte est très très condamnable. Ça. Et c'est pour cette raison que je ne partage pas, moi, le point de vue de la compatriote. Je pense que le président a laissé pourrir la situation au point où, même s'il descendrait aujourd'hui, j'ai peur que cela ne puisse pas apporter des solutions au problème. Il faudrait qu'il libère tout le monde, qu'il sache, qu'il fasse la différence entre les poseurs de bombes, c'est-à-dire les militants de SINC, et maintenant, c'est-à-dire quoi? Prendre ceux qui étaient en prison, et plus les autres partis politiques, pour qu'ils, j'allais dire, isolent les militants de la Souveraine Cameroun National Council, qu'on les isole et qu'on commence à les détecter, ceux qui sont des poseurs de bombes ici et qui pourraient demain nous mettre le pays à feu et à sang. Voilà, Charles Amel, justement, Bamenda est un peu plus radicalisé que Boya dans le sud-ouest aussi. Est-ce que vous comprenez cela? Alors, Sam Sévéran, je pense que je vais rejoindre l'idée de Bombok. Il fut une époque où il serait même merveilleux que le chef de l'État se déplace. On avait souhaité, j'aurais souhaité, s'il m'avait été donné l'occasion d'être approché, de dire que le chef de l'État devait libérer ces jeunes et les accompagner, c'est-à-dire créer un effet de masse à les accompagner en disant « Ok, voilà ce qui s'est passé, je viens avec vos enfants, je vous ramène les enfants à la maison, venez, on s'assied, on débat, on échange, on discute. » Mais à ce qui paraît, il est plus annoncé à l'extrême nord parce qu'on a essayé de parcourir les journaux de la semaine dernière, on annonce qu'il sera à l'extrême nord. Est-ce que l'extrême nord est plus en vue maintenant que la crise? Tendance l'a dit tout à l'heure, les établissements sont vides, on a encore ces poseurs. Je crois que le problème actuellement est ailleurs, ça me là. Et il faudrait qu'il essaye de trouver des voies et moyens véritablement pour permettre. J'ai dit, il pouvait lever les fonds, les 2 milliards que le chef de l'État a levé pour l'enseignement de base et l'enseignement secondaire, ça pouvait servir en disant, on allait prescrire vos enfants ailleurs, nous supportons. L'État supporte la rentrée scolaire, ramenez, nous payons, nous acceptons, inscrivez tous vos enfants, inscrivez-les à l'école. Je crois que ça aurait résolu le problème. Voilà, donc pour vous, il n'a pas à descendre sur Bamenda comme le sujet la dame. Pour le moment, non. Pour le moment, non. Il va descendre pourquoi quand vous avez insulté les gens qui l'ont envoyé là-bas. C'est pas bon pour le moment. Alors, vous dites pour le moment, c'est pas bon. C'est à quel moment que le président va il aurait dû descendre d'aller sur le terrain? On voit pour peu qu'elle se produise la moindre petite catastrophe ailleurs, pour peu qu'il y ait un seul Français qui disparaisse, on voit un chef d'État, quel que soit l'âge qu'il a, descendre sur le terrain. Mais Guy,
finalement. Non, mais est-ce qu'actuellement, c'est le fait qu'ils descendent sur le terrain qui résoudra le problème? Je ne pense pas. Il peut descendre sur le terrain s'il tient le même discours qui n'arrange pas les ressortissants de cette zone-là. Ça ne servira à rien. Non, descendre sur le terrain supposerait qu'il a pris conscience, qu'il est préoccupé au plus haut niveau par la situation. Non, mais non. Puisque ces descentes sont très très rares. Oui, peut-être ces descentes sont très très rares, donc justement il ne faudrait pas qu'on en fasse un cas particulier. On sait très bien que le président de la République, c'est quelqu'un qui est assez immobile pour ce qui concerne certaines affaires du pays. Donc nous devons l'encourager à rester immobile. Ce n'est pas ce que je dis, ce n'est pas ce que je dis. Je dis tout simplement que, est-ce que ça va vraiment arranger le problème? Parce que de plus en plus, il y a une radicalisation qui s'observe. On a des enfants qui ne vont toujours pas à l'école. Moi je dis, c'est dommage que les choses aillent de cette façon-là. Je suis contre la violence sous toutes ses formes et j'estime qu'on doit prôner la résolution de ce conflit, mais sans la violence. Parce que si vous faites un tour aujourd'hui dans des écoles, ici par exemple dans la ville de Douala, vous allez remarquer que les écoles où on parle d'obédience anglophone, il y a une explosion au niveau des effectifs. C'est-à-dire que par rapport aux années précédentes où on avait un effectif standard, mais là on a plus 800, plus 1000, ça veut dire qu'il y a un véritable problème où des gens viennent dans d'autres villes pour scolariser leurs enfants. Donc pour moi, on a eu le fils du magistrat Paul Aya Abiné, qui a dit que pour lui, il estimait que les enfants devraient aller à l'école parce qu'ils ont le droit à l'éducation. Ce qui ne rentre pas en conformité avec ce que prônent les manifestants là-bas. Donc il y a un problème. Merci. On va aller à notre partenaire de Africam Shopping. Africam Shopping Complex, la beauté africaine. Notez amincissant, sont des boissons naturelles de feuilles, de plantes et herbes aux effets amincissants. Détoxifie, anti-ballonnement, facilite la digestion, purifie les systèmes digestifs, brûle les graisses et embellisse la peau. Notez amincissant apporte le bonheur et le bien-être dans nos foyers. Fait perdre ton poids dans un temps record sans effet secondaire et sans risque de reprise. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, merci Simone Coco, vous êtes sur ce plateau, bonjour. Bonjour Sam Séverin, bonjour à toute la magnifique équipe de production de cette émission. Alors vous vous présentez alors parce que j'ai annoncé Simone Coco qui devait vous introduire. Donc vous vous introduisez vous-même alors, vous rappelez votre... Oui. Oui, merci Sam Séverin, c'est Samuel de African Shopping Complex International. Merci. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour à la magnifique équipe de production de cette émission 10-12 Le Zénith. Bonjour à tous les fidèles et adorables clients de Africam Shopping Complex International. Merci de nous retrouver ce matin encore dans le cadre de notre grand rendez-vous du bien-être et de la beauté africaine avec votre partenaire inconditionnel et incontournable. Africam Shopping Complex International, c'est votre spécialiste dans les domaines de l'esthétique générale avec ses produits 100% naturels, sans effets secondaires et sans risque de reprise, de la perte de poids et du dégraissage de l'harmonie parfaite du couple et surtout de son prêt-à-porter 100% VIP avec ses tenues exclusivement africaines. Alors ce matin, chers téléspectateurs d'Equinox Télévision, nous vous présentons nos produits révolutionnaires et de deuxième génération. C'est avec notre sublime et ravissante Simone Coco. Voilà, bonjour à tous. Commençons donc ce matin par des appareils de massage ultra professionnels avec chauffage et infrarouge qui préservent donc des effets secondaires et assurent le massage complet du corps. Voici donc notre casque de massage pour tête. Un casque de moto, non, c'est un casque qui assure le massage de la tête. Avec ce casque, finit les migraines, zéro stress, élimine le mal de nerfs. Il rend également intelligent en accélérant l'activité cérébrale, lutte contre les troubles mentaux et en plus la douce musique qui joue justement en fond sonore vous relaxe parfaitement. Alors après une dure journée de travail, vous avez besoin d'une tête reposée. Quoi de mieux que ce magnifique casque? Rappelons qu'African Shopping Complex International poursuit sa grande promotion
promotion autour de notre vibro-shaper révolutionnaire, double moteur, ce qui suppose une double efficacité. Aujourd'hui sur ce plateau, on vous présente donc le gel qui accompagne ce magnifique vibro-shaper. Il s'agit du Slimming Gold Gel qui participe également à brûler les graisses délicates et superflues du corps, surtout au niveau des hanches. Il a également cette particularité qui peut être utilisée par ces femmes qui sont déjà fines de corps et qui aimeraient tout simplement affiner leur silhouette. Alors la promotion se poursuit. Appelez dès maintenant pour entrer en possession de votre vibro-shaper. On passe à notre produit de massage sur ce plateau. Il s'agit du Dauphin Masseur. Plusieurs accessoires. Oui, il a 8 accessoires. Lui, il apaise les nerfs, lutte et soulage les douleurs articulaires, les douleurs au niveau du dos, favorise la circulation sanguine de manière à éviter les crampes, la paralysie, de manière à éviter les crampes, la paralysie, et également très adapté pour des séances de rééducation pour ces personnes qui ont eu à subir des accidents. Alors cet appareil de massage est utilisé par toute la famille, également à usage dans le couple, parce que oui, monsieur pourra masser madame, madame pourra masser monsieur, et je pense que ça va donner quelque chose de fantastique. Alors une fois qu'on a un tout petit peu transpiré, on a justement besoin de prendre une toilette, et à African Shopping Complex International, la toilette se déroule avec notre magnifique gamme, la gamme SR Carambola Spa. Alors premièrement, nous avons le Cool Spa Salt qui permet de préparer votre peau à l'utilisation du savon. Il rajeunit et ravive votre peau, l'hydrate et lui donne une douceur de peau de bébé, et en plus de cela ouvre grandement les pores de manière à préparer le corps à l'utilisation de notre magnifique savon, le SR Carambola Soap, qui lui protège la peau des mauvaises odeurs, des impuretés, des infections, utilisable par toute la famille. Alors tous ces produits, mesdames et messieurs, normalement vous les retrouvez dans les différentes surfaces d'African Shopping Complex International, à Lomé, au Togo, immeuble City Motors, au Bénin, à Cotonou, derrière le Stade de l'Amitié, au Cameroun, BP City Douala, derrière la Totale, en face paroisse Christ-Roi, Yaoundé, face garantie voyage Sam. Très prochainement à Bamenda, vous avez le 677 42 11 00, le 656 03 0044, qui sont les codes d'accès pour plus en plus d'informations ou tout simplement passer vos commandes. Alors rendez-vous à African Shopping Complex International des Roma of Welbin. Merci. Merci. African Shopping Complex, la beauté africaine. Smart Wonder Core, appareil de sport qui vous permet de moduler le corps, travaille les abdominaux, la musculation, améliore la silhouette. Il vous permet de garder la forme et une bonne circulation sanguine. Smart Wonder Core, bon pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller dans les salles de sport et de gym. Il redessine les différentes parties du corps avec des exercices simples. Smart Wonder Core, notre ami pour une bonne silhouette. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Voilà, nous allons maintenant, sans transition, passer à notre deuxième partenaire. Je rappelle que cette émission tire à sa fin et que nous allons, dans quelques petites minutes, prendre la conclusion sous forme de critiques. Il est donc question, ce mardi encore, de recevoir nos amis de Grand Bazar. Mais avant, vous allez prendre connaissance de quoi il est question à travers le spot qui va suivre. 1900 francs CFA. Ce n'est pas tout. En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus, courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life.
Et pour en parler plus en détail avec nous, Monsieur Lamine, bonjour. Oui, bonjour Sam Sévéran et déjà bonjour à nos nombreux clients du concept Salaka et surtout du magasin Grand Bazar qui s'installe encore ce matin pour la vente, mais alors une vente intégrale et particulière des motos Lifan de nouvelle génération et bien sûr des tricycles Lifan et des tricycles Bazar. Nous allons tout de suite commencer tout d'abord par des motos. Quand on maîtrise bien entendu l'importance de ces motos, quand on maîtrise bien entendu quelle valeur est-ce qu'elle apporte dans notre circulation, parce qu'aujourd'hui, pour se déplacer dans de très bonnes conditions, pour se déplacer bien sûr tout en évitant les embouteillages, le seul élément qui vous permet de vous déplacer dans de très bonnes conditions, je vous le rappelle, ce sont les motos et pas n'importe lesquelles. Les seules motos qui vous permettent bien sûr de rouler dans la sécurité, dans la garantie et surtout dans le confort, ce sont les motos Lifan Turbo qui sont vendues dans toutes les agences Grand Bazar du Cameroun à moins de 400 000 francs, notamment 399 900 francs. Et je tiens bien sûr à rappeler à tous nos téléspectateurs que le stock des motos Lifan est en train de s'épuiser. Il n'en reste plus que quelques motos Lifan que vous allez retrouver à moins de 400 000 dans toutes les agences Grand Bazar du Cameroun. Et quand vous achetez une moto Lifan, vous avez la possibilité de gagner une seconde moto à travers une tombola qui vous permet non seulement de gagner une moto Lifan Turbo, mais également de gagner plein d'autres lots. Et quand vous achetez une moto Lifan Turbo, vous recevez directement, comme on a dit dans le spot, un gros casque de sécurité, un manteau, un choisible et un parapluie. Alors à l'instant, place à cet élément qui est aujourd'hui présenté comme un véritable mini-camion. Ah ben oui, je dis bien un véritable mini-camion. Ce sont des tricycles Lifan et des tricycles Bazar qui sont vendus à moins d'1 million de francs. Je dis bien à partir d'1 million de francs, vous donnez 1 million de francs, on vous rembourse 100 francs. Je rappelle qu'il y a la monnaie dans toutes les agences Grand Bazar. Ce sont des tricycles de nouvelle génération, ce sont des tricycles solides comme un éléphant. Vous les avez, comme je l'ai si bien dit, à moins d'1 million de francs. Et ceux qui n'ont pas la totalité d'argent, qui sont dans le besoin, nous vous donnons la possibilité, chers particuliers, de faire des paiements en tranches pour ce qui est de votre tricycle Lifan Turbo et bien entendu de votre moto Lifan. Également pour des entreprises qui nous regardent en ce moment. Alors je rappelle à toutes les entreprises une offre exceptionnelle uniquement pour vous et rien que pour vous. Dans toutes les agences Grand Bazar, vous avez besoin d'un tricycle de 2, de 3, de 4, de 5, quelle qu'en soit la quantité. Alors rapprochez-vous de notre direction générale qui est située au feu rouge Bessenguin, c'est à Douala. Nous allons vous permettre de prendre autant de tricycles que vous voulez et payer bien entendu au fur et à mesure. C'est donc là une offre qui concerne toutes les entreprises du Cameroun et d'Afrique qui nous regardent en ce moment. Et parlons bien sûr de livraison parce qu'on a reçu des gens qui nous appelaient du Gabon, du Congo, c'est-à-dire un peu de partout. Alors ceux qui ont besoin d'une moto ou d'un tricycle Lifan, ne vous inquiétez surtout pas. Vous nous appelez à nos numéros de téléphone, vous passez votre besoin, nous nous chargerons d'acheminer votre tricycle, quel qu'en soit votre pays, quelle qu'en soit la ville où vous vous retrouvez, parce que Grand Bazar, il faut le rassurer, hein, c'est la livraison à domicile, même hors du Cameroun. Alors à l'instant, nous allons parler bien entendu d'une manière intégrale de la présentation des tricycles Lifan. Alors chers téléspectateurs, acheter un tricycle c'est bien, acheter un tricycle Lifan ou Bazar c'est encore mieux. Pourquoi acheter un tricycle Lifan? Tout d'abord parce que c'est des tricycles dotés d'un système, c'est-à-dire très puissant. C'est des tricycles qui ont un moteur 200 cc. C'est des tricycles qui ont bien entendu cet avantage-là d'avoir 20 lampes de ressort, notamment 10 à gauche, 10 à droite. Ces tricycles sont également dotés d'un booster et bien entendu d'un gros pont qui vous permet de pouvoir transporter au moins 2 tonnes de marchandises, pour ne pas dire 126 casiers ou alors 40 sacs de ciment. Ces tricycles également sont dotés d'un bénage automatique. Il suffit tout simplement d'appuyer le bouton tchang. Dès que vous appuyez, ça baigne automatiquement, ça lit votre sable. Il faut également ajouter que ces tricycles-là sont dotés d'une roue de secours. Ça, c'est la grande innovation de nos tricycles pour cette année 2017, une roue de secours. Et quand vous achetez votre tricycle Lifan ou Bazar, à moins d'1 million de francs, vous avez droit à une roue de secours. Vous avez droit à un casque de sécurité, un manteau, un choisible, une manivelle, un cric et bien entendu plusieurs autres lots. Donc, chers téléspectateurs, pourraient tout simplement dès à présent
Du côté, bien sûr, des agences Grand Bazar, que ce soit à Douala, à Kursi, à Maroua, à Garoua, bref, dans tout le Cameroun, vous retrouverez les agences Grand Bazar. Donc, c'est l'occasion, plus que jamais, chers téléspectateurs, d'éviter l'AVC. Ça, je vous le rappelle, éviter l'AVC. Comment éviter l'AVC? Ça ne sert à rien d'acheter un tricycle et quelques jours après, le tricycle tombe en panne. Pour éviter tout cela, rentrez-vous dans les agences Grand Bazar. Les meilleurs tricycles, les meilleures motos sont vendus uniquement dans les agences Grand Bazar du Cameroun. Alors, je vous remercie. Rendez-vous, chers téléspectateurs, tous les jours ouvrables de lundi à samedi dans toutes les agences Grand Bazar du Cameroun. Du jamais vu chez Grand Bazar. Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Voilà, je dois rappeler, il a parlé des moteurs 200cc qui sont dotés de réducteurs, c'est-à-dire ce qui fait pousser les véhicules 4x4 vraiment, même dans des situations difficile. On a évoqué également la très faible consommation en énergie, d'essence. Par rapport à ces tricycles-là, vous disposerez également d'un service après-vente et d'une garantie de 6 mois au moins, avec beaucoup de pièces de rechange qui sont aussi disponibles dans la plupart des magasins. Comme on vous l'a rappelé, la localisation ici à Douala, au lieu du feu rouge B5. Voilà, c'était en guise de bonus, donc dans la suite de monsieur Constille Aminon. On va aller conclure l'émission parce qu'on est presque rendu à la fin tendance. Vous avez la parole, Sam Séverin Ango, où je critique aussi. Oh, oui, commence, puis je vais terminer. Au nom de la liberté de critiquer, je ne sais pas qui gère l'entrée-bire. À l'entrée-bire là-bas, il y a trop... C'est pas bon, Harry Megui, c'est désagréable. Et alors, il faut les autorités de ce côté. Papa, quand on envoie les gens sur les lieux, il faut voir la communauté urbaine. Maman, la route, c'est élevé. Watiser là, c'est pas facile, Emma. Sans pardon, prends ta chose. Tu respires à peine. Voilà, au nom de la liberté de critiquer, vous l'avez entendu depuis le début de la semaine, encore beaucoup de récriminations de la part d'un des camps qui sont opposés à la mise sur pied de ce qu'on a appelé la SONACAM. Donc, les partisans de la fusion-absorption CMC-SOCAM ne décolèrent pas, surtout qu'il s'agit d'une vieille cacophonie à laquelle on a toujours assisté. Il est donc de la culture comme des milieux du football aujourd'hui. Si on est à l'ère de la normalisation dans les milieux du football, c'est bien parce que les autorités de la République, le ministre en charge des sports, n'avaient pas voulu faire valider ce qui était pourtant en conformité avec les lois de la République, préférant piétiner celles-ci. Aujourd'hui, nous avons donc été comme rattrapés et ridiculisés par les instances internationales. C'est la même chose qu'on voudrait dire parlant des milieux de la culture, puisqu'il est quand même inadmissible de voir qu'au niveau du Premier ministère, parce que notre critique est davantage dirigée contre Yann Filémon et l'ensemble de ses services, le secrétariat général des services du Premier ministère, qui à l'époque, même déjà pour le cas du football, n'avait pas pu mettre en place toutes les parties. Ils avaient essayé, mais on a débouché sur une vraie fausse élection à la Fédération de football. Pour le cas de la culture, on le sait, les commissions ad hoc de redressement, les comités de suivi de ceci et de cela pour redresser le droit d'auteur ont séjourné pendant près de 2 années dans les services du Premier ministre avec beaucoup de fonds qui ont été dégagés à cet effet. Il y a eu un ensemble de conclusions qui ont été dégagées à l'occasion. Des gens ont été payés chèrement. Et parmi ces personnalités, l'écrivain Thierry Nkili, aujourd'hui qui est très remonté par rapport à tout ce qui est en train de se faire parce qu'on leur a perdu du temps. Et c'est comme ça que ça se passe toujours au Cameroun. Donc pour dire ceci, que c'est l'État qui est à la base de la cacophonie et dans les milieux du football et dans les milieux de la culture aujourd'hui, parce que nous avons affaire à des représentants de l'État qui ne savent pas jouer leur véritable rôle, ceux qui incarnent la puissance publique aujourd'hui et qui orchestrent tous ces désordres-là. On peut se demander, est-ce qu'ils sont des étrangers ou alors ils sont simplement de passage dans ce pays-là qu'ils ont eu le bonheur de gérer pourtant avec la confiance du chef de l'État, Paul Biya, qui les laisse faire, n'ayant pas la possibilité de contrôler tout ce beau monde. Merci beaucoup, c'était la critique de ce jour et la fin de cette émission Le Zénith. Excellente suite des programmes sur Equinox.